Bonjour, cher professeur Scott. Très cher professeur, nous avons élu le principe d'un entretien cheminant et à bâton rompu, plutôt qu'un dialogue strictement académique, malgré la perspective prochaine de votre accession à l'éméritat, selon l'expression consacrée. En vue de notre dialogue d'aujourd'hui, nous avons suscité beaucoup de questions auprès de vos anciens élèves et collaborateurs, ex-assistants, de tous les horizons possibles et imaginables. Dès lors, c'est Jacques Scott lui-même que nous mettons à la question, tout en évitant, autant que faire se peut, de le soumettre à la torture. Vous avez ouvert votre enseignement à un public très divers, en vous laissant interpeller par des questions, même très élémentaires. Votre public vous en était très reconnaissant. Cette invitation à l'interpellation que vous reprenez ici même répond-elle à un type d'échange stimulant dans lequel, sous une forme inversée de questions, voire d'ignorance, vous recherchez une relance d'un questionnement toujours à reprendre? Oui, votre question en comporte au fond plusieurs. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'au fond, tout en me sentant mis à la question, comme si je passais une deuxième fois un de mes doctorats devant le jury de mes élèves et qui m'interrogent sur toutes leurs questions plutôt que sur celles que j'ai déposées dans un livre, eh bien justement, je vais retrouver dans ça, j'ai déjà retrouvé dans la préparation sommaire de mes réponses quelque chose comme ce dialogue perpétuellement renoué, et notamment avec les plus anciens des élèves qui sont forcément les plus expérimentés maintenant et capables de poser des questions, et qui d'ailleurs étaient les plus nombreux et les meilleurs. Alors il y a en effet de moi dans ce principe du dialogue, de l'ouverture. On va être amené à en parler tout le temps. Je suis une sorte de chaînon intermédiaire entre des maîtres et des élèves, et je n'aime rien tant que de recommencer toujours ce dialogue à propos de n'importe quel cours, de n'importe quelle conférence. C'est pourquoi je n'ai jamais de texte entièrement écrit que je lis, mais dans des congrès, par exemple, j'aime assez parler vers la fin, et je m'appuie sur tout ce qui a été dit avant. Un collègue bienveillant a même dit un jour qu'il fallait m'inviter, non pas pour faire un topo à moi, mais pour occuper la fonction du cœur antique dans la tragédie, ce que je trouve un compliment pour ma façon de faire. Et il s'agit en effet, vous l'avez dit, des publics les plus divers, puisque le type même de psychologie clinique et de psychiatrie que j'ai voulu promouvoir, eh bien, est fait pour cet écho transdisciplinaire dans de nombreuses directions. Bien. Pour beaucoup de vos élèves, leur patrie intellectuelle n'existe plus, disent-ils. Comment s'expliquer leur diaspora? Ces élèves pourtant formés par un enseignement interdisciplinaire, interlinguistique, interuniversitaire, international, enfin. Oui, il y a, dans certaines questions qui m'ont été posées, dont j'ai eu connaissance au préalable, au fond, il y a deux sens, je crois, à cette idée de diaspora. Il y a la nostalgie pour toute la première génération, la première moitié de ma carrière de Louvain, Leuven, Louvain la veuve, disent certains, après Louvain la neuve, et qui ont été les meilleures années d'une ébullition considérable sur le plan intellectuel et existentiel en général, et par la qualité des élèves si nombreux à se retrouver un peu autour de moi. Donc il y a eu cette diaspora par rapport à la vieille ville de leurs études, mais vous voulez aussi dire, je pense, la diaspora dans différentes directions disciplinaires ou intradisciplinaires, puisque on peut dire que j'ai formé en tout cas des freudiens, ça ils le sont tous plus ou moins, à part quelques renégats. Mais aussi, donc, à partir de cette base freudienne, des lacaniens, des super-lacaniens, des moyennement lacaniens, des sondiens, des binswangeriens, des phénoménologues tenant d'une perspective existentielle,
Et j'en passe, n'est-ce pas, jusqu'aux derniers venus, et qui sont ceux qui, alors que j'engageais depuis de longues années un dialogue qui dure toujours avec l'œuvre de Gagne-Pain, ont préféré choisir de manière univoque, contre d'ailleurs ce que Gagne-Pain lui-même souhaitait, pour le suivre lui plutôt que de poursuivre ce dialogue. Il y a eu ça aussi, bon, ça... ça tient, je crois, aux choix personnels qui sont du droit de chacun et au fait qu'il était peut-être difficile pour chacun en particulier de reprendre l'ensemble d'un héritage extrêmement multiple que j'ai mis toute ma vie à unifier dans le projet qui porte maintenant ces deux noms de pathoanalyse et d'anthropopsychiatrie. Eh bien, justement, pour progresser dans notre préliminaire, revenons-en à vous. Après vos études de médecine, vous avez entrepris un parcours initiatique exceptionnel. Parmi les êtres d'exception, justement, que vous avez rencontrés, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Mais je crois qu'il faut là revenir un peu en arrière de la fin des études de médecine, et notamment à leur début. Parce que le choc décisif moteur, le moment fécond, le moment moteur, comme on dit aussi dans la théorie dramaturgique, c'est une rencontre tout à fait inattendue faite en première année de médecine. Nous parlons donc de la fin de l'année 45, toute l'activité du pays à tous les égards et de l'Europe occidentale reprend après les années de guerre. En ce qui me concerne personnellement, mon père vient de revenir des camps de concentration et autres circonstances. Et j'ai commencé des études de médecine avec l'idée, sans doute, de devenir probablement chirurgien, comme l'était mon père, comme l'a été un de mes oncles. Il y a un tas de médecins dans la famille des deux côtés. C'est aussi le cas de mon frère et de mon beau-frère. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la rencontre que dans l'enseignement belge, on ne peut pas faire au niveau secondaire, la rencontre de la pensée philosophique. Ça n'était pas étranger à l'atmosphère familiale parce que mon père, de temps en temps, évoquait la polyvalence de l'homme de la Renaissance, de Pic de la Mirandole ou des gens comme ça, comme une sorte d'idéal définitivement impossible avec la multiplicité des disciplines contemporaines. Toujours est-il que certains amis me signalent qu'il y a aussi, dans le train de la reprise après les années de guerre, la réouverture de ce qui s'appelait à Gand, ce qui s'appelle toujours d'ailleurs l'école des hautes études, sur l'histoire de laquelle je n'ai pas à insister, mais qui coïncidait avec un institut français. Les Français faisaient une offensive de reprise culturelle. Maintenant, c'est devenu une offensive de reprise ou de prise technologique, mais ça, c'est une autre affaire. À l'époque, c'était culturel, et donc, ils renommaient 2 professeurs à cet institut français. Et des amis me disent, est-ce qu'on n'irait pas écouter quelques cours? Nous sommes en train de commencer des études, les uns de médecine, les autres d'ingénieur, d'autres encore de droit, et notre culture générale va disparaître. On ferait peut-être pas mal de l'entendre. Allons un peu entendre ce qui se dit là-bas. Et j'assiste au premier cours qui se donne dans cette institution. Il y avait comme principal de ces 2 professeurs, parce qu'il était déjà avant la guerre sur place, Pierre-Henri Simon, qui allait s'illustrer comme critique littéraire du Monde plus tard et comme professeur à l'université. Et il y avait quelqu'un que personne ne connaissait, un certain Henri Maldinet, qui était philosophe, qui avait connu Simon en captivité, et Simon l'avait invité à le rejoindre puisqu'il n'avait pas de poste. Alors j'ai donc entendu, à l'âge de 17 ans, pour la première fois un philosophe en acte, in actu exercito, dans le mouvement d'une pensée, et porté par un verbe d'un éclat qu'on repère dans les photos. Je vois que vous en avez là, n'est-ce pas, qui restitue, même si sur ces photos-là, il est plus âgé que ce que j'ai vécu à cette époque, n'est-ce pas? Toutes ces photos indiquent, évidemment, vous pouvez me les montrer de loin, comme ça aussi, tout cela indique l'impression extraordinaire que j'ai faite de cette espèce de machine à penser en marche, et qui parlait, je me rappelle, des grandes avenues de la philosophie française. Alors, il y avait des choses qu'on avait déjà pu étudier dans l'enseignement secondaire, Pascal, en tout cas Montaigne, Descartes à peine, Mendebiran, Bergson, évidemment, à l'époque, ne connaît pas. Et le résultat fut qu'avec l'intensité de ce verbe que tout le monde connaît, qui l'a entendu, eh bien, cette prise de contact
a abouti à ce que j'ai souvent, un peu ironiquement, dit à mes élèves, n'est-ce pas, je n'ai rien compris. Ce n'est pas tout à fait exact, mais je voulais dire ça pour souligner que s'ils comprennent tout de suite tout ce que dit un enseignant, il ne va pas leur apprendre grand-chose. Que ce qui est important, c'est d'avoir eu l'étincelle et de se dire, je ne comprends de loin pas tout, mais je vais y arriver. Alors, Maldini... Votre conseil de présenter plutôt les examens en deuxième, voire troisième session. Ça peut être un corollaire. Alors, Maldiné, à la fin de son cours, dit qu'il va faire un séminaire, on va commenter des pensées de Pascal. J'y vais évidemment tout de suite. Et à la première séance, il demande qui va préparer pour la fois d'après. Et je suis évidemment le seul à lever son droit, n'est-ce pas, dès la première minute. Et il avait ajouté, et ça m'avait attiré d'autant plus, que celui qui préparait pourrait venir chez lui pour discuter sa présentation à l'avance. Alors j'ai été discuter le texte de Pascal sur les deux infinis, et puis a commencé un dialogue qui ne s'est plus terminé. Alors il est clair pour moi que ma vocation, si je puis ainsi dire, mais justement j'ai été appelé par cette rencontre, ma vocation à devenir psychiatre, et pour moi ça coïncidait avec la psychanalyse dont il a parlé, parmi beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Il parla aussi de Freud, comme de Dostoïevski, de Kierkegaard, de Nietzsche, etc. Et puis surtout, on y reviendra plus tard, je suppose, d'esthétique, et notamment de la peinture et des arts plastiques. Eh bien, j'ai aussitôt pris donc là un train en marche, et il est clair que ma décision de devenir psychiatre dépend de cette rencontre entre philosophie et médecine. C'est un peu l'antique idée, pourrait-on dire, du iatros philosophos d'Hippocrate, même si les termes avaient un peu un autre sens à ce moment-là. Alors ça a débouché sur une deuxième partie de mes études de médecine à Louvain, parce que combiné avec la psychologie et avec la philosophie, justement, ça a débouché ensuite sur les découvertes que j'ai en partie faites moi-même, d'ailleurs, n'est-ce pas, de mon cursus qui était en train de naître. Nous étions un certain nombre à cette époque à penser que la psychiatrie ne représentait pas grand-chose dans notre pays. Je pense encore que c'était vrai. Encore qu'il y avait tout près de ma porte, si j'ose dire, n'est-ce pas, il y avait à Gand le célèbre hôpital fondé au XIXe siècle par le docteur Guillain, que voilà, et qui a servi de modèle, n'est-ce pas, à la psychiatrie du XIXe siècle. Guillain a d'ailleurs écrit un traité célèbre des phrénopathies, au bout duquel on voit in extenso, on peut le déployer, n'est-ce pas, on voit le plan de cet hôpital tel qu'il a servi de modèle pour l'époque. Mais il s'agissait évidemment des vieux asiles, mais qui étaient, ma foi, plutôt mieux menés chez nous qu'ailleurs, et notamment, par exemple, pendant les années de guerre, il y a eu beaucoup moins de décès d'aliénés que dans beaucoup d'autres pays, par exemple la France, pour ne pas parler de l'Allemagne. Donc j'avais ça, au fond, à côté de ma porte, mais ce qui nous a intéressés, nous, à cette époque d'avant les psychotropes, c'était au fond la conjonction avec la psychanalyse. Et dans ma génération, il y a donc une série de gens qui sont allés à l'étranger pour faire la psychanalyse. Beaucoup de Flamands en Hollande, la plupart des francophones à Paris, quelques-uns à Strasbourg. Et alors moi, j'ai suivi un chemin à ma façon, puisque j'ai choisi d'aller finalement à Zurich. Comment est-ce que ça en est venu là? Eh bien, j'avais pendant mes études, comme je bouquinais déjà beaucoup, n'est-ce pas, j'avais découvert quelqu'un dont personne ne m'avait parlé, et notamment ce livre-ci, dont vous voyez dans quel état il se trouve maintenant, à force d'avoir été étudié. C'était le premier volume d'une anthropologie phénoménologique de Binswanger, dans lequel livre j'ai appris que c'était là le créateur de cette psychiatrie phénoménologique et existentielle, alors que Maldiné et puis à Louvain, Alphonse de Wallens, dont nous reparlerons sûrement, m'avait initié à la phénoménologie, avec Walter Bimmel et Van Breda aux archives Husserl aussi, mais j'avais déjà découvert Binswanger avant que Buitendijk, qui enseignait la psychologie comparée à Louvain, et puis de Wallens et Van Breda me disent « Mais oui, c'est une excellente idée, allez un peu voir quels conseils il vous donne. » Et c'est alors que j'ai fait la rencontre de cet homme, n'est-ce pas, dans son sanatorium Bellevue, au bord du lac de Constance, juste à côté de Constance, à Kreuzlingen.
qui m'a reçu comme il recevait tous les jeunes qui voulaient lui parler, dans la maison privée qu'il avait dans le parc. C'était un hôpital pour clients riches, n'est-ce pas, de l'époque, très international d'ailleurs, et il y avait toutes sortes de pavillons dans cette maison. Il faut ajouter, pour la petite histoire triste, qu'après qu'il y ait eu là 4 et presque 5 générations de psychiatres de la même famille, ça n'existe plus. C'est tombé sous l'âge des promoteurs. Alors j'ai exposé à Binswanger mon projet d'étudier une psychiatrie qui serait aussi entièrement psychanalytique. Je savais que lui-même avait gardé pendant toute la vie de Freud des rapports d'amitié et d'explication scientifique avec lui, et cela a débouché sur une conversation où il m'a expliqué notamment qu'il avait essayé autrefois de construire une psychiatrie psychanalytique et qu'il n'avait pas pu réussir d'une manière qu'il soit capable de le satisfaire, parce que, me disait-il, c'était son interprétation après coup, il n'y avait pas les moyens conceptuels nécessaires. Il ne faut pas oublier que l'œuvre de Freud était en marche, ça se passe pendant les années 20, hein, et il a pris alors d'autres voies qui notamment l'ont mené vers le phénomène et l'existence, si on peut dire. Et alors, moment extrêmement émouvant de cette prise de contact, hein, il m'a offert, pour m'encourager dans mon projet en quelque sorte, l'avant-dernier exemplaire qu'il avait, c'est à la date du 24 janvier 52, la dédicace, de ce livre où il avait, dans la perspective de ce projet, fait un peu le tour de ce que pouvait lui apprendre la psychologie. Alors, il était content d'apprendre que j'avais moi fait des études de psychologie, mais il disait que, sans doute, ça ferait quelques problèmes de les utiliser, qu'il y avait d'autres choses, à son avis, qui étaient plus importantes, et notamment de ce que j'avais également déjà un peu fait, et c'était la philosophie. Alors, tout ça a débouché sur le conseil, ou bien vous allez à Zurich chez Bleuler, c'est-à-dire le fils du grand Bleuler dont Binswanger avait été l'assistant au moment où Jung était chef de clinique, ou bien vous allez ici tout juste à côté, chez Roland Kuhn, à Münsterlingen, hôpital de campagne, où était son principal élève qui allait devenir un de mes amis les plus chers et des collègues dont j'ai le plus appris jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai choisi Zurich parce que ça offrait plus de possibilités, plus de variétés, et pour tourner un peu le problème du dialecte suisse-allemand qui, à Münsterlingen, n'est pas si facile à comprendre, plus difficile qu'à Zurich. Mais enfin, j'ai été à Zurich, et ça a été le départ alors de tout un cursus sur lequel nous reviendrons sans doute en détail, puisque je ne me suis pas contenté de Bleuler et des élèves de Binswanger qui étaient là, c'est-à-dire Boss et Bali à la polyclinique, psychiatrique, psychanalytique, d'Azens analytique, mais que j'ai aussi fait la connaissance assez rapidement de Lacan, dans un intermède de mes années zurichoises, que j'ai aussi fait la connaissance capitale à Zurich de Sondy, n'est-ce pas, et que dans d'autres intermèdes, j'ai fait la connaissance des psychothérapeutes institutionnels de Toscaïès. En fait, tout cela s'étant du point de vue phénoménologique terminé par un séjour à Fribourg, il s'agissait surtout de philosophie. J'avais au fond à ce moment-là en place, si vous voulez, ce qui m'apparaît maintenant comme avoir été mes 4 maîtres principaux en psychiatrie, psychanalyse, c'est-à-dire Binswanger avec Kuhn immédiatement rattaché à sa personne en quelque sorte, et puis Lacan, et puis Zondi, et puis Toscaïès, où bien entendu je retrouvais perpétuellement Houry. Mais ça sont mes maîtres, je dirais, en psychiatrie et psychanalyse. J'en ai eu d'autres dans ce domaine même, mais alors il y a évidemment toute une série de philosophes, à commencer par Heidegger finalement lui-même, auquel j'étais remonté après Mardinet et de Wallens, et beaucoup d'autres, on en reparlera aussi bien en France qu'en Allemagne. Il y a eu des linguistes, n'est-ce pas, il y a eu des esthéticiens, des historiens de la littérature, des anthropologues culturels, enfin, un peu tout ce qu'on veut dans le domaine des sciences humaines. Nous reviendrons certainement de façon approfondie sur bien des noms que vous venez d'évoquer, mais j'aurais souhaité vous montrer cette photo dont je sais qu'elle a habité et continue encore à ce jour d'habiter votre cabinet d'analyste. Oui, en effet, c'est la photo que je préfère de Freud. C'est une photo qu'on pouvait trouver sur le marché parisien. C'est le vieux Freud déjà à Londres, encore actif, n'est-ce pas, à la production de ses dernières œuvres. Et c'est une photo dont je peux dire qu'elle a été présente dans mon cabinet d'analyste depuis mes premières analyses sous supervision à Zurich, à travers mes années fribourgeoises et mon année parisienne, et à partir ensuite du début de ma carrière et de ma pratique à Gand.
jusqu'à aujourd'hui. Cette photo ne m'a jamais quitté. D'ailleurs, sur d'autres photos qu'on aura peut-être l'occasion de voir, on peut la repérer, la distinguer. Et elle m'est évidemment particulièrement chère. Après cette brève Selbstdarstellung, pour reprendre le mot de Freud, nous voilà lancés à la recherche des jalons de ce cheminement initiatique et donc vers l'histoire des personnes et des doctrines, des maîtres que vous avez rencontrés et qui ont nourri votre pensée et votre enseignement. Nous aborderons, outre le triptyque Lacan, Binswanger, Zondi, également la figure emblématique de Toscaïès. Mais si nous choisissons d'attaquer Lacan, si vous me permettez le mot, c'est essentiellement parce qu'au fond, c'est à lui que vous avez commencé par faire un sort dans votre enseignement universitaire. Et peut-être pour faire transition avec l'ensemble des figures que vous venez d'évoquer dans ce parcours, je voulais vous soumettre une photo et vous demander de me la commenter. La voici. Oui, eh bien, ceci est une photo qui est prise sur la terrasse de la villa de Médard Boss, le patron de la Polyclinique psychanalytique et d'Arzensanalytique de Zurich, après le congrès de psychothérapie de 1954. Et c'est à ce congrès que j'ai fait moi-même mes débuts, en quelque sorte, dans le monde des grands congrès internationaux de toutes les disciplines qui m'ont concerné, puisqu'on m'a demandé, malgré mon âge encore très réduit, de faire un des rapports principaux de ce colloque consacré tout à fait au transfert. Alors, j'avais fait ma thèse avant cela sur le transfert en psychologie, j'étais en train plutôt de la préparer, et c'est pourquoi j'étais un peu mieux armé. Alors, j'ai parlé dans une seule séance après Goldstein, que l'on voit ici sur la photo, et Sarro, le professeur de psychiatrie de Barcelone, qui avait été aussi l'élève direct de Freud à Vienne, ce qui évidemment me rendait pas peu fier. Mais alors on me voit en conversation ici, non seulement avec Sarro, mais avec Lacan. Et d'ailleurs cette photo, ou d'autres du même lieu et du même moment, ont été reprises dans le volume consacré à Lacan par sa fille Judith. Mais elle le confond avec le congrès international de psychanalyse, le dernier auquel Lacan, je pense, est participé, ce qui fait l'impasse sur cette phase de son trajet où Lacan se cherche de nouveaux interlocuteurs et profite justement de ce congrès pour faire sa première présentation, alors Selbstdarstellung si vous voulez, mais surtout de son œuvre à ce moment-là, en plein moment fécond, nous sommes en 1954, dans une séance parallèle à un autre moment où il fonctionne, si j'ose dire, avec Leclerc et Perrier. Et alors de là, il y a deux pistes qui partent, qui sans doute vous intéressent. La première, c'est qu'il va s'avérer par la suite que, revenu après mon intermède militaire et parisien, où alors Lacan commence la Société française de psychanalyse avec Lagache, mon intermède parisien se place en 55-56, revenu en 56 à Zurich pour continuer ce que nous avons déjà esquissé. Eh bien, je suis le premier à faire des séminaires sur les premiers grands textes de Lacan, donc de manière suivie, pas seulement en parler par allusion, le premier en Suisse. Et au moment où j'irai à Fribourg en Brisgau par la suite, je vais récidiver, je serai le premier en Allemagne. Et l'autre, c'est le plan anecdotique. Je vois que vous avez l'autre photo. Là, Lacan était toujours beaucoup plus soucieux, peut-être, que beaucoup de ses élèves, de ses rapports internationaux. Et le voilà ici, photographié avec Ludwig Binswanger dans le jardin de la clinique Bellevue, à l'issue d'une petite rencontre qu'il m'avait demandé à organiser avec Binswanger, que je connaissais donc très bien. Et on voit sur la même photo, d'ailleurs on voit les Leclerc et les Perrier,
pas, 3 des 4 ayant déjà disparu. On aperçoit Gisela Pankov derrière, à côté de Binswanger, et on aperçoit Paul Duquesne qui est parvenu à se nicher entre Lacan et Binswanger, et puis vers la droite, il y a ma femme, il y a mon collègue Piron, dont la génération dont j'ai parlé, et à l'extrême droite, mon ami zurichois Schwöbel, qui malheureusement est déjà décédé aussi. Alors ça, c'est une suite anecdotique. Il y en a beaucoup qui donnent lieu à toutes sortes d'épisodes plus ou moins humoristiques avec Lacan. Là, en particulier, comme il en était coutumier, il est arrivé beaucoup trop tard. Alors Leclerc et Perrion ont bredouillé pour expliquer à Binswanger ce qui se tramait, etc. Puis-je vous demander quel est l'original qui a pris cette photo? Ben, l'original, c'est celui qui n'est pas dessus et c'est celui qui vous l'explique maintenant. Et qui n'est généralement pas sur les photos de ce genre. Je ne crois pas avoir de photos de moi-même avec Binswanger, avec Lacan, c'est autre chose. Nous allons y venir. Vous avez eu de nombreux contacts avec Lacan. Quelle est votre opinion sur l'homme? Et qu'est-ce qui vous apparaît le plus important dans son œuvre? C'est un peu délicat toujours d'avoir une opinion sur l'homme. Je ne peux pas la dissocier des idées. Encore que, évidemment, son personnage s'y prêtait, n'est-ce pas, d'une certaine manière, et notamment, je viens de dire, toutes les aventures qu'on pouvait avoir avec lui. Il est venu plusieurs fois chez moi à Gand, il aimait beaucoup Gand, il a même dit, n'est-ce pas, qu'il la considérait, après Rome, bien sûr, et Paris, citation, la plus belle ville d'Europe. Moi, j'ajouterais Bruges et quelques autres, mais enfin, j'ai pris le compliment. Et donc, nous avons eu de très bons rapports, de très longue date, et au fond, jusqu'à la fin, malgré la séparation sur le plan administratif. Alors, c'était un homme, évidemment, d'un pouvoir de fascination extraordinaire, diabolique, par exemple, dans son interrogatoire de malade, dans la façon de subjuguer une salle, n'est-ce pas, qui restait suspendue à ses lèvres, même quand il en sortait sur le tard, pas grand-chose. C'est évidemment un homme d'une culture, d'une étendue et d'un raffinement extraordinaire, et qui avait un coup d'œil pour certaines choses, n'est-ce pas. Il m'a fait voir des choses dans la ville de Gand, par exemple, que je n'avais pas vu moi-même, notamment une finesse de construction dans une église baroque, qui faisait tout l'effet de vacillement spatial auquel on était soumis en entrant dans cette église. Je signale d'ailleurs tout ça aux autres personnes avec lesquelles je visite cette église. Je cite toujours mes sources. Alors, j'en viens plutôt à l'œuvre. Il n'est pas besoin d'insister ici. Je m'en suis expliqué un peu dans un article qui paraîtra dans le volume des actes du colloque d'histoire des ruptures de la psychanalyse à Berlin, où j'ai dû improviser quelque chose sur la rupture lacanienne et sur le personnage en question. Alors, quant à l'œuvre, eh bien, je crois qu'il faut bien se dire, et c'est pour ça qu'il y a eu cet accent privilégié, surtout pour les auditeurs, n'est-ce pas, essentiellement francophones, au début de mon enseignement. Il y a eu un certain privilège sur le personnage Lacan, alors que moi j'ai toujours mis les autres sur le même pied, et que j'en parlais d'ailleurs aussi, mais Lacan a fait le plus d'écho parce qu'on était à ce que je crois qu'il faut appeler le moment fécond de la psychanalyse française, francophone, et même à travers elle, le moment fécond nouveau de la psychanalyse planétaire. J'ai fait allusion au fait qu'il y avait, n'est-ce pas, sur cette photo, il y avait Goldstein et Sarro, et bien il y a d'autres personnes, et il y a notamment Franz Alexander, là, au coin du balcon, et sur ce balcon, j'ai entendu Franz Alexander dire à Lacan, vous savez, la psychanalyse, notamment aux États-Unis, où je suis maintenant, est tout à fait rigidifiée, sclérosée, et j'espère que de Paris viendra le feu nouveau. Alors, il est clair que c'est venu et que sur ce plan, Lacan a gagné la partie. Donc, il y a eu un écho extraordinaire. Alors, quant à l'importance, les idées majeures, moi, je crois que ce qui est toujours épocal, ce qui a fait époque, c'est d'une part l'idée même qu'il a propagée d'un retour à Freud. Il faut tout de même se dire que c'était la première fois qu'une dissidence dans le mouvement psychanalytique s'est faite, non pas contre Freud, mais contre ses héritiers, pour une relecture. Autrement dit, on peut lire Freud de différentes manières, n'est-ce pas? On peut le lire à la manière notamment de Lacan, parce qu'alors on s'est mis à le relire avec plus de précision. Pour moi,
ça ne faisait pas problème, puisque je le lisais déjà à la manière de Binswanger aussi, qui s'est expliqué avec Freud jusque vers ces mêmes années, d'ailleurs, jusqu'au centenaire de la naissance de Freud, et que j'allais le lire aussi ensuite, on y reviendra, à la manière zondienne. Donc pour moi, c'était évident aussi cette discipline de lecture et de relecture, n'est-ce pas, l'exigence beaucoup accrue sur les traductions. Lacan lui-même, n'est-ce pas, jusqu'à cette époque à peu près, avait parlé d'instinct pour Trip. Il a mis pulsion à partir de ce moment. On a lancé, n'est-ce pas, Lagache, qui se trouvait aussi aux mêmes réunions, a lancé le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis. J'ai conversé avec Laplanche dans ses premiers essais de traduction de Freud, et d'ailleurs il le signale dans l'édition complète actuellement en cours. Donc il y a eu une reviviscence extraordinaire justement de cette étude de Freud dans le retour à Freud. Alors, la lecture spécifiquement lacanienne a eu ceci d'épocal, qu'elle mettait l'accent sur le rapprochement avec les sciences humaines. Alors, c'est quelque chose qui a été capital aussi dans les premières années de mon enseignement. La science humaine pionnière, modèle, c'était à l'époque la linguistique. Au début du siècle, ça a peut-être été l'histoire, disons, avec Dilthey, mais à cette époque-là, c'était la linguistique. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Mais alors, tout le monde, parmi nous, n'est-ce pas, s'est mis à lire les linguistes. Lacan disait « lisez Saussure » pour me comprendre. Puis quand on lisait, on s'apercevait que Lacan faisait évidemment de Saussure autre chose que ce qui se trouve dans le texte. Et alors, il fallait s'atteler à la double tâche de comprendre ceci et de comprendre ce que Lacan faisait de différent. Et la même chose allait valoir d'ailleurs pour Jacobson, n'est-ce pas, et pour à peu près tous les auteurs dont il s'est occupé, y compris pour Freud, n'est-ce pas, qu'il a lu à sa manière en transformant ce qui est son propre apport, évidemment. Donc ça, c'est également, je crois, tout à fait épocal. Alors bon, ce qui a suivi, je dirais, mais sur cette double base, n'est-ce pas, avec donc déjà cette idée que il y a une psychanalyse lacanienne qui a un niveau de structure, n'est-ce pas, justement, peut-être le mot est choisi à destin, qui est différent de celui de Freud, et que le retour à Freud, c'est aussi pour apprécier mieux maintenant les différences, n'est-ce pas, et nous relancer nous-mêmes de cette différence. Alors tout ça est capital. Il y en a qui me reprochent, je le sais, n'est-ce pas, de ne pas avoir suivi le mouvement du développement de la pensée. Dans les séminaires, notamment, je commencerai par dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et je continuerai en disant qu'on ne disposait pas, on ne dispose pas encore d'ailleurs du texte des séminaires, on n'avait pas le temps évidemment de courir y assister de bout en bout, et que je terminerai peut-être provisoirement en disant que je n'ai pas en effet, disons, eu ma dernière idée dans mon explication avec Lacan qui doit se réintensifier peut-être un jour, et qu'en attendant, justement comme tremplin peut-être, j'ai quand même parmi les derniers doctorats que j'ai dirigé un doctorat sur les mathèmes de Lacan, le premier doctorat dans lequel l'ensemble des séminaires est interrogé sur cette question capitale. Certains disaient c'est pas universitaire. Moi je dis à mon âge, vous savez, c'est un peu comme Duchamp qui déclare ceci est une œuvre d'art, mais moi je déclare ceci est un doctorat, qui était d'ailleurs fort bon, pas tout à fait abouti, mais c'est pas possible, mais impliquant un travail énorme et ouvrant toutes sortes de perspectives que je compte encore, si Dieu me prête vie, comme on dit, poursuivre plus avant moi-même également. Pour éclairer vos rapports réciproques avec Lacan, de même que vos différences respectives, j'ai exhumé d'une revue de psychanalyse quelques photos qui ont été composées par un collègue et néanmoins ami qui ne manque manifestement pas du sens de l'humour. Que pensez-vous de ces photos ? Ah oui, mais je reconnais, ça c'est donc le cloître de Royaumont lors du colloque de cette grande époque que j'appelle Moment fécond. Ça se passe en 58, donc quelques années avant que je reprenne mon enseignement. Je suis à ce moment-là à Zurich, mais je fais régulièrement le chemin de Paris ou de tous les endroits où se réunit la Société française de psychanalyse, et on y voit Lacan, n'est-ce pas, dans un des exercices qu'il a poursuivi. Je vais peut-être feuilleter un des exercices qu'il poursuivait. Voilà, justement, vous voyez le cloître. Il est en train de prendre des notes à propos des questions qu'il me pose, n'est-ce pas? Or, c'était une technique particulière de Lacan qui avait donc une information extraordinaire, de s'informer non seulement par ses lectures, mais aussi pour orienter ses lectures chez des gens qui
avait peut-être plus le temps de les faire plus extensivement, de sorte qu'il se contentait de porter le foyer de son attention sur ce qui l'intéressait. Et il avait comme ça des informateurs. Et l'informateur, par exemple, qu'il a eu pour tout ce qui concerne la littérature romane du Moyen-Âge, ben, c'est mon ami Dragonetti que je lui ai présenté un jour lors d'une de ses visites à Gand. Et puis moi, j'étais devenu, au fil des années, je suis devenu son informateur en matière de phénoménologie, d'analyse existentielle, c'est pas aussi bien sur le plan philosophique, puisque j'avais déjà fait la connaissance personnelle de Heidegger et de la plupart de ses élèves, et que j'allais approfondir cette connaissance lors de mon séjour à Fribourg en Brisgau. Et sur le plan psychiatrique, évidemment, du côté de Binswanger, après être venu là en 54, il est retourné pour le 80e anniversaire de Binswanger, de participer à une table ronde. Vous a-t-il également à l'occasion consulté sur la façon de relire Freud dans le texte? Ben, c'est-à-dire que, justement, au moment où j'étais à Paris, c'était le séminaire sur les psychoses, et j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si ça se vérifierait, disons, au moment de relire ça en détail, n'est-ce pas, avec toutes sortes de références, les références nécessaires. Maintenant, on a un peu eu l'impression que jusqu'à ce moment-là, ben, c'était le séminaire où il cherchait le plus sa pensée, et ça allait déboucher sur la question préliminaire, n'est-ce pas, un peu plus tard, et notamment sur cette idée de la forclusion, pour laquelle il m'a téléphoné en me disant, tiens, mais ce terme de Verwerfung, est-ce que vous le connaissez ailleurs dans l'œuvre, etc., et comment est-ce que vous le situeriez? Et moi, j'ai toujours tenu, je tiens encore aujourd'hui, que chez Freud, ce n'est pas un concept technique, la Verwerfung, c'est un terme qui, non technique, sert à expliquer ce qu'est le refoulement. Et d'ailleurs, le texte de Freud porte un refoulement, c'est autre chose qu'un rejet. Et Lacan l'a renversé en disant un rejet, c'est autre chose qu'un refoulement. Ce qui semble indiquer que c'est un nouveau concept technique qui a pris. Je pense que c'est pas vrai. Et je lui ai dit à l'époque qu'il y en avait d'autres, n'est-ce pas, comme Verleugnung en particulier, le déni, mais qu'il y avait aussi d'autres termes comme Verurteilung, etc. Enfin, qu'il y a plusieurs termes, mais que Verwerfung n'a pas, à mon sens, dans ce technique. Bon, il en a fait la forclusion, qui, à mon avis, n'est donc pas une traduction possible du terme de Freud. Je défie d'ailleurs quiconque de retrouver le terme en parlant de forclusion, et qui, je crois, est un des apports propres de Lacan, qui ne correspond pas, à mon sens, tout à fait au style des notions freudiennes. En tout cas, ça n'a pas été prouvé jusqu'à présent que ce serait dans ce style. Mais ça n'est pas l'important. L'important, c'est que c'est peut-être une autre façon d'accéder à une autre dimension de la psychanalyse. Le malheur, c'est que les lacaniens, n'est-ce pas, d'école, disons, eh bien, n'arrêtent pas de dire la Verwerfung de Freud. Eh bien non, c'est évidemment pas la Verwerfung de Freud, c'est la forclusion de Lacan. Et comme ça, n'est-ce pas, les scientifiques, dans quelque sens du terme, pourraient dire qu'ils n'ont pas moyen de s'entendre, évidemment, entre psychanalystes s'ils continuent de nier les évidences, au lieu d'essayer de se relancer de leur négation pour développer les problèmes soulevés par l'introduction spécifique du concept. Et il y a d'autres moments où il m'a demandé, tiens, vous vous rappelez, où est le passage, par exemple, sur les 3 métiers impossibles. Ça, je me souviens, il avait besoin de ça tout à coup, et alors j'ai eu en effet l'une ou l'autre idée, n'est-ce pas? Et il m'a dit, ah oui, je crois que comme avec vos indications, je vais retrouver. D'ailleurs, si je ne trouve pas, chercher un peu, parce que c'était toujours très impératif. C'était ensuite, quand j'étais retourné à Gand après 62-63, c'était un des seuls personnages qui avait la force de persuasion de passer la barrière édifiée par ma femme au téléphone quand j'étais au travail, soit scientifique, soit avec des patients. Mais revoyons un bref instant, si vous le voulez bien, cette photo qui vous réunit tous les deux à Royaumont sous le titre « La direction de la cure ». Alors on a le haut et puis on voit le bas. Ça, c'est les principes agissants de la chose. Y a-t-il une inspiration un peu hellénisante à cette façon de présenter les choses? Les Grecs ne disaient-ils pas qu'au fond, les pieds sont le siège de l'âme? Oh, écoutez, là, je ne m'avancerai pas dans cette hypothèse. Ce que j'ai parfois dit par ironie, c'est que ces sandales, depuis lors, toujours pratiquées jusqu'en ce moment même, eh bien, me font à la fois, enfin, le dernier des franciscains, s'il en reste encore, qui porte cet ustensile, et une sorte d'héritier d'Empédocle, n'est-ce pas? Dieu sait, ce sont peut-être des sandales d'Empédocle que j'ai recueillies au bord de l'Etna.
Et puis tout ça se referme sur Freud, photographié tel qu'en lui-même. Enfin, les Indiens iroquois, je crois, l'ont transformé, c'est une photo prise, non pas de Freud, mais c'est tout à fait lui, qui est une sorte de sorcier expert dans le traitement des rêves, n'est-ce pas, chez telle ou telle tribu des Indiens d'Amérique. Soit, il est exact que beaucoup de questions ont porté, dans votre référence à Lacan, sur le fait de savoir pourquoi vous en étiez resté au Lacan 1, comme on dit, celui, grosso modo, du rapport de Rome, et que vous auriez donc fait l'économie de reprendre de façon critique la suite des développements de son œuvre. Vous y avez fait allusion et vous avez donné quelques indications pour répondre à cela. Mais je voulais quand même vous demander si la doctrine du stade du miroir, qui a été, comme on sait, inspirée à Jacques Lacan par Henri Wallon, si cette doctrine du stade du miroir éclaire d'un jour particulier la nosographie promue par la pathoanalyse, sur laquelle nous reviendrons par la suite. Par la suite, oui. Disons d'abord que d'une manière générale, n'est-ce pas, ce que j'ai fait alors de l'axe, on dit que c'est l'axe zondien, freudo-zondien de ma problématique, et qui restructure en quelque sorte de l'intérieur, son dit d'une certaine manière, doit beaucoup aux autres sources de mon inspiration. N'est-ce pas, ça c'est certain. Et le stade du miroir, en même temps que d'autres choses, n'est-ce pas, par exemple le contraste symbolique imaginaire, puis le réel, et tout cela y a contribué. Alors ce que j'ai toujours souligné dans le stade du miroir, c'est la façon dont il fait le départ entre un avant et un après, que l'on peut structuralement alors mettre en rapport avec les deux premières étapes, sans doute les deux premiers niveaux de structuration progressive, n'est-ce pas, que nous distinguerons ensuite à partir du schéma zondien. Alors je crois que ça reste tout à fait éclairant. C'est le principe de la gestaltisation, de l'orthopédie d'une gestalt, comme il dit, c'est la structure fondamentale dont je crois personnellement que la coordonnée psychopathologique, c'est alors le registre pervers en tant qu'il vient se détacher comme le percevoir par forme et fond du sentir, n'est-ce pas? Il vient se détacher des thymopsychopathie. Là, il y a quelque chose comme un héritage tout à fait capital, ce qui n'épuise d'ailleurs pas sans doute le sens du stade du miroir, qui pour Lacan va plus loin, alors du côté du sujet aussi, selon des voies diverses. Tout ça devient alors plus compliqué. D'accord. Comment s'est-il fait que vous fûtes et êtes resté le seul membre étranger du directoire de l'école freudienne de Paris? Et quelles expériences et conclusions en tirez-vous aujourd'hui? Oui, vous faites allusion donc à quelque chose qui souligne que je n'ai jamais eu de différend avec Lacan et il m'a pris comme membre du directoire de l'école freudienne de Paris. Il faut ajouter comme membre surnuméraire, c'est une de ces finesses dont il avait le secret. Qu'est-ce que ça signifie, surnuméraire? Eh bien, c'est le titre que je partageais avec Lucien Israël de Strasbourg. Il y avait par ailleurs une demi-douzaine de Parisiens, n'est-ce pas, qui sont d'ailleurs énumérés partout dans les historiques, alors qu'on oublie les surnuméraires, qui dès lors ne sont jamais aussi bien nommés apparemment que depuis que Lacan a disparu. Ce que ça signifiait à l'époque du directoire, c'était que quand il s'agissait de voter, quand nous étions là, eh bien, nous votions de plein droit comme les autres, mais quand nous n'étions pas là, ils étaient considérés entre Parisiens comme au complet. Alors, l'Israël représentait la province, n'est-ce pas, comme on dit à Paris, puisqu'il était strasbourgeois, avec un numéro extrêmement important d'élèves et de soutien de l'école freudienne, il ne faut pas oublier. Et d'autre part, moi, je semblais donc représenter le reste de la planète aussi bien que je pouvais, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas plusieurs? Je pense qu'ils avaient trouvé entre Parisiens qu'un pour la province et un pour l'étranger, ça suffisait probablement, n'est-ce pas? Maintenant, ce que, évidemment, l'on sait, alors à peu près, n'est-ce pas, dans les historiques que l'on peut lire maintenant, c'est qu'au fond, dans ces questions de vote, la seule voix qui comptait vraiment, c'était celle du directeur, puisque là où il est arrivé une fois ou l'autre, pas tout le temps, que le vote dégage une unanimité même de tous les autres membres contre Lacan pour telle ou telle question, c'était quand même la voix de Lacan des prépondérances, ce qui a contribué à faire s'éloigner pour fonder le 4e groupe, enfin, notamment François Perrier, n'est-ce pas, mort tragiquement par la suite, enfin, une espèce de délabrement. Il n'a jamais survécu, au fond, à son rapport avec Lacan, n'est-ce pas, et
à la Brega, Pierrat Aulagnier, ça a été un des foyers de rupture à l'intérieur de l'école. Alors ça, c'est la croix de toutes les écoles de psychanalyse, semble-t-il. Et je dois dire qu'au moment où bon, Lacan a dissous son école, ça c'est beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Et au moment où il a dissous son école pour en refonder une autre, eh bien, comme par exemple Jean Houry ou d'autres, moi je n'ai pas jugé bon de me réinscrire. Il ne me l'a jamais d'ailleurs demandé, n'est-ce pas? Et nous avons continué à nous voir parfois de manière privée par la suite. Parce que ces épisodes scolaires qui continuent toujours, il vient encore d'y avoir une sorte de dissolution et de refondation, redoublement dans un secteur du post-lacanisme. Je dois dire que j'avais déjà à ce moment-là perdu assez bien de l'intérêt possible pour ce genre de choses. Ce qui finalement, enfin, me suggère, n'est-ce pas, la formule. Je suis jamais devenu un lacanien au sens scolaire, n'est-ce pas? Mais il y a tout lieu de supposer qu'il aimait bien les élèves qui n'étaient pas scolaires. J'étais, selon une formule d'un lacanien, alors lui, celui qui a fait cette thèse sur les mathèmes, disait, mais au fond, vous êtes le plus lacanien des non-lacaniens. Alors ça, c'est exactement le genre de formule que j'aime bien. Et je dirais la même chose, n'est-ce pas, le plus ondien, le plus binswangerien, d'être le plus toscaïétien, n'est-ce pas, des non, etc. Eh bien, comment entendre l'assertion de Lacan selon laquelle Zundy est le plus grand des psychologues, pour autant que cette assertion soit exacte et fondée, mais que l'analyse du destin ne soit pas de la psychanalyse? Ben, écoutez, je crois que ces assertions n'ont pas un grand poids, parce que, enfin, la dernière un peu plus que la première est, je crois, un de ces mots à l'emporte-pièce dont Lacan était friand. Je pense que de toute façon, il n'a absolument pas lu Zundy, qu'il en a eu quelques échos, je ne sais pas exactement où, mais très limité, n'est-ce pas? Et qu'il a lancé comme ça cette formule sans plus. L'inverse valait d'ailleurs aussi. Zundy n'a jamais connu de Lacan que ce que je peux lui en avoir raconté ou ce qu'il a pu voir sur les physionomies, puisque c'était un physionomiste de génie sur les photos, n'est-ce pas? Et alors la seconde, ce n'est pas de la psychanalyse. Alors ça, c'est une certaine idée de la psychanalyse, évidemment, et notamment le point sur lequel, personnellement, je diverge avec Lacan, pour en revenir à Freud, si j'ose dire, n'est-ce pas, comme il nous l'avait enseigné, mais c'est que je crois que ce qui fait partie de Freud, et c'est l'axe de mon propre travail, c'est une certaine refonte de la psychiatrie dans son noyau central, et ça, chez Lacan, ça n'existe manifestement pas, n'est-ce pas? Il dit d'ailleurs, alors autre mot peut-être, à l'emporte-pièce, la psychiatrie est finie, et j'y ai apporté ma propre dernière petite contribution avec ma thèse sur la paranoïa. Bon, ben, je laisse aux interprètes de sa pensée à expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, ça veut dire quelque chose comme une séparation, n'est-ce pas? Au nom de quoi on rétablit toujours à nouveau des oppositions. Alors, personnellement, dans la foulée de mes autres maîtres, n'est-ce pas, les trois autres, moi, ce qui m'a intéressé depuis le début, c'est cette idée d'une psychiatrie renée, en quelque sorte, de l'esprit de la psychanalyse, comme chez Nietzsche, hein, la tragédie était née de l'esprit de la musique. Et c'est ce qui a fait, alors, une certaine distanciation, dans laquelle nous sommes toujours respectés. Lacan était d'ailleurs un psychiatre de génie, évidemment, mais c'était pour lui quelque chose d'un peu séparé, n'est-ce pas, de sa promotion, à lui, de la psychanalyse. Je voulais vous demander comment vous pouviez vous expliquer la stérilité apparente de ceux qui, à un moment ou à un autre, ont rompu avec Lacan. Je ne sais pas si cette stérilité est générale. Il y en a, évidemment, qui n'ont pas surmonté. Mais je crois que, et surtout peut-être en groupe, n'est-ce pas? Quand ils sont en groupe, il y a les retombées de tout ce qu'il y a eu du côté des phénomènes de groupe aussi, je crois, avec l'école freudienne, elle-même née d'une scission de la Société française de psychanalyse. Mais au niveau individuel, il y a quand même beaucoup d'élèves de Lacan qui ont été extrêmement productifs, chacun dans sa manière, également parmi ceux qui l'ont quitté, et peut-être pour les meilleurs d'entre eux, même d'une manière plus nette, je dirais plus créatrice, qu'à l'intérieur du plus scolaire, n'est-ce pas, où quand même règne notamment ce phénomène extrêmement gênant, la fascination par certaines phrases, certains mots, hein, la pensée de Lacan se prête à ça, celle de Freud beaucoup moins, par lesquelles on est tellement fasciné qu'on les répète comme des formules incantatoires et on n'est plus capable de les expliquer, de les expliciter. Eh bien, justement, comment évaluez-vous les destins de la pensée de Lacan après la disparition de celui-ci?
Ben, je crois qu'on en a déjà dit, au fond, tout l'essentiel. Moi, je résumerai tout ça par une formule qui est un peu triste d'une certaine manière, c'est qu'après avoir suscité, n'est-ce pas, tellement d'espoir, comme disait déjà Alexander, dans cette reviviscence, cette efflorescence extraordinaire de la psychanalyse, eh bien, Lacan, et en critiquant le mouvement qui était devenu trop scolaire, administratif, etc., au fond, Lacan a tout de même, d'une certaine manière, reproduit des choses du même ordre dans sa propre succession. Et alors, au fond, ben, ça tombe sous le coup de ses propres critiques. Et hélas, n'est-ce pas, ça ne fait pas beaucoup avancer par le travail, il reste du travail aussi, mais moins que l'on aurait pu espérer, ou que sans doute il n'a espéré lui-même, je suppose. Pour conclure sur l'œuvre et la personne de Lacan, vous savez l'accent décisif mis par Lacan sur la fonction paternelle, sur la métaphore du nom du père et son pendant négatif que vous avez évoqué tout à l'heure, au préjudice prétendu de la psychose, à savoir la forclusion du nom du père. Que penser de cette promotion insistante de la fonction paternelle? Faut-il y voir un effet du temps, une réponse à une déliquescence contemporaine, socio-culturelle de la fonction du père? Mais je crois que Lacan lui-même a donné aussi cette piste, n'est-ce pas? Et que donc certainement il y a là quelque chose qui veut être un incident sur la subjectivité contemporaine, comme il disait. Ceci se redoublant à l'intérieur du mouvement psychanalytique où il ne faut pas oublier qu'on était à l'époque du maternat, n'est-ce pas? Et autres pratiques et théorisation de ces pratiques problématiques. Là-dessus, je crois que le début du rapport de Rome est parfaitement éclairant, n'est-ce pas? Alors, ceci, évidemment, recèle. À partir de là, ça faisait nécessité. C'était quelque chose qui devait entrer dans l'affaire. C'est d'ailleurs, peut-on dire, une façon de reprendre un des problèmes, comme ça a été aussi, c'est un autre aspect essentiel de Lacan, c'est d'avoir repris le tout de l'œuvre freudienne, et notamment dans les pans laissés ouverts chez le deuxième et le troisième Freud, à partir du narcissisme et de la pulsion de mort, n'est-ce pas, qui reviennent dans le problème justement des psychoses et dans le problème du langage et de la structure humaine de l'humain. Eh bien, il y a là beaucoup de choses essentielles qui, je crois, restent à développer. Et je dirais que le corrélat, n'est-ce pas? Alors, cette fonction paternelle, bon, par rapport au maternage, mais il y a aussi qu'est-ce que c'est que la filiation, qu'est-ce que c'est qu'un enfant par rapport aux deux parents, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette transmission humaine qu'on appelle filiation en général? Quel est le rapport fils-père et tout cela, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a un corrélat à cela du côté de la psychopathologie et qui nous met aussi de nouveau dans des choses extrêmement compliquées, qui est le privilège respectif que semble avoir dans la psychopathologie française, dont Lacan fait partie, là, avec Clérambault et sa thèse, n'est-ce pas, très nettement, par rapport à la psychopathologie, disons, germanique, et notamment de l'école zurichoise avec Binswanger, c'est la question paranoïa ou schizophrénie. Quelle est, en quelque sorte, la pathologie, je ne sais pas s'il faut dire reine, enfin la plus exposée, la plus aiguë? Je pense que ce problème de cette différence a quelque chose à faire avec la situation. Lacan semble d'ailleurs, quant à lui, avoir tranché définitivement la question en soutenant que la schizophrénie n'existait pas. Oui, alors ça c'est une option justement, et c'est peut-être là que se pose la question, n'est-ce pas? Si ça n'existe pas, il n'y a pas d'au-delà évidemment de ce qu'il a formulé comme question du père en quelque sorte, mais est-ce que c'est la seule façon dont il faut aborder ce problème? Ça, c'est parmi les problèmes, je dirais, ultimes, n'est-ce pas, et décisifs, qui sont toujours en mouvement et auxquels on n'a jamais fini, évidemment, de se casser la tête, n'est-ce pas? Pour ouvrir notre accès au deuxième jalon de notre itinéraire, c'est-à-dire à la personne de Binswanger et à la discipline qu'il a initiée, la Daseinsanalyse, j'ai choisi de vous montrer une photo que vous connaissez bien et dont je suppose qu'elle est encore toujours porteuse pour vous d'une émotion particulière. Ben oui, puisque je l'ai prise moi-même au bord du lac de Constance gelé, à la date à laquelle a été faite la dédicace dont nous avons parlé précédemment, et à l'issue donc de la conversation que j'avais eue sur l'orientation à prendre.
Alors, ce que je peux peut-être ajouter pour la petite histoire humoristique, mais très judicieuse, disons, de la situation de ce bord du lac, c'est qu'au moment où nous commencions cette promenade dont il était fervent, après cette longue conversation, il m'a dit, et maintenant, nous allons nous taire pendant cette promenade. Alors, moi, je trouvais ça un peu bizarre, mais il m'a dit quelque chose que je comprends maintenant. Il dit, vous comprenez, quand on a pour métier d'écouter les gens pendant toute la journée, il y a des moments où on se tait. Et je dois dire que c'est aussi un épisode de Binswanger qui m'est arrivé souvent de citer, hélas, pour les membres de ma famille, par exemple, à table pendant un repas plus ou moins rapide entre deux séances de psychothérapie. Alors ça se rattache à ce moment, qui est donc ma première visite. Alors il y a le même Binswanger ici, c'est le même endroit, donc c'est toujours le bord du lac de Constance, qui est gelé, hein, avec les légendes qui s'y sont rattachées, et au fond, dans le silence hivernal, tout à fait ébloui. Ce qu'on peut peut-être aussitôt ajouter, n'est-ce pas, c'est que dès cette même visite, Binswanger m'a donc aussi orienté vers Roland Kuhn, que nous avons sur beaucoup de documents. Alors, Kuhn pratiquait, n'est-ce pas, à l'hôpital de Münster. Ben voilà, Kuhn, et voilà son hôpital. Alors, on a vu la clinique de Binswanger tout à l'heure. Alors, Kuhn a pratiqué pratiquement toute sa vie à l'hôpital de Münsterlingen, qu'on voit ici sur une presqu'île du lac, une ancienne abbaye, comme beaucoup d'hôpitaux psychiatriques. C'est, soit dit en passant, l'hôpital où a travaillé Rorschach, où il a mis au point son test dans les années 20, et où Kuhn est arrivé, disait-il, en pensant qu'il allait y rester 2 ou 3 ans, et où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière, qu'il a terminé, bien entendu, comme directeur de l'hôpital. Et alors, donc, Kuhn était l'autre choix que me proposait Binswanger comme lieu de pratique et d'apprentissage de la psychiatrie. Ça aurait été un peu différent de Zurich, mais bon, ça aurait été excellent certainement aussi. Mais en fait, je suis allé donc toutes les semaines, pratiquement tous les 15 jours au moins, je suis allé à Münsterlingen et à Kreuzlingen, qui sont donc qui se jouxtent. Münsterlingen, c'est seulement un hôpital psychiatrique et un hôpital général et quelques maisons. Et j'ai exposé aussi ce projet à Kuhn, et je me souviens encore aujourd'hui de ce qu'il m'a dit quand nous nous quittions à la gare de ce petit patelin qui est situé juste entre les 2 hôpitaux, n'est-ce pas? Il m'a dit, oui, c'est très intéressant ce projet, psychiatrie, psychanalyse. Binswanger s'y est attelé, ça n'a pas tout à fait réussi, et il a dit les raisons. Et bon, alors on verra bien ce qu'on peut en faire maintenant, mais de toute façon, m'a-t-il dit, moi je pense, n'est-ce pas, que tous les concepts que nous avons maintenant, par exemple schizophrénie, hystérie, dépression, mélancolie, etc., que tous ces concepts sont provisoires et que viendra un jour une psychiatrie différente. Alors vous comprenez, quand on entend ça à 23 ans, on encaisse et on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Et je m'aperçois maintenant que c'est peut-être ce que j'ai essayé de réaliser, non pas, parce qu'on peut difficilement s'imaginer qu'on emparait tout d'autres concepts, mais ce que j'ai essayé tout de même de faire à travers tout ce parcours, c'est de donner un sens plus pur au mot de la tribu, pour dire comme Mallarmé, c'est-à-dire de renouveler à travers une certaine intelligence de Sondy, tous ces concepts réduits à leur groupe central, de leur donner un sens nouveau de l'intérieur. Au fond, c'est un peu l'accomplissement donc, de ce double projet dont j'avais parlé dans cette première rencontre pendant la dernière année de médecine, n'est-ce pas, pour commencer l'année après, pour toute cette orientation. Alors, ces photos sont très chargées, pour moi, évidemment, de tas de souvenirs. Eh bien, justement, Roger Gentil, à l'occasion d'un article dans la quinzaine littéraire, a rédigé un texte à propos de cette correspondance à laquelle on vient de faire allusion. Le titre de cet article est « Je t'aime, moi non plus ». Qu'en pensez-vous sur le plan plus général des rapports entre Daseinsanalyse et psychanalyse? Eh bien, je pense que l'on peut justement accentuer la concordance ou la disjonction de l'une et de l'autre. Alors, je viens de citer la dominance de la disjonction dans la langue allemande et une certaine prépondérance, en tout cas un intérêt, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup des francophones qui s'intéressent à ça, pour la conjonction. Alors moi, j'ai toujours été dans le sens de la conjonction,
Et ce, à partir de mon dialogue avec l'œuvre de Binswanger et surtout de l'article, n'est-ce pas, dans lequel il l'a résumé et qui a paru lors du 100e anniversaire de la naissance de Freud, c'est « Mon chemin vers Freud », dont j'ai un tiré à part ailleurs, mais qui est ici repris avec Der Mensch in der Psychiatrie dans le petit volume qui porte ce nom global. Et Binswanger décrit là ces étapes d'explication avec Freud et que tout le monde, au fond, doit traverser plusieurs étapes dans la confrontation avec l'œuvre freudienne. Après avoir pris sa connaissance et l'avoir éprouvé lui-même, dit-il, n'est-ce pas, eh bien, est venue pour lui l'étape de l'évaluation critique où, eh bien, il a critiqué alors, n'est-ce pas, un certain naturalisme de la pensée de Freud, alors que par ailleurs, il avait commencé par dire qu'au fond, Freud devrait renouveler toute la psychiatrie. La psychiatrie, disait-il, se trouve placée devant un dilemme. Va-t-elle enfin devenir une science autonome, n'est-ce pas, de plein exercice et avec sa propre scientificité, ou bien va-t-elle rester un agrégat, un charivari de toutes sortes de choses, de méthodes, de techniques, d'approches, d'idéologies, n'est-ce pas, de tout ce que vous voulez, et de toutes sortes de scientificité importées. Et, ajoutait-il, c'est Freud qui la met en demeure de prendre position dans ce dilemme. Et c'est à ça qu'il a donc travaillé, comme nous disions précédemment, et qu'il n'a pas réussi. Alors, il a pris une autre voie, qui est celle de donner des fondements plus larges du côté du Dasein. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et je dirais, à l'élaboration de ce texte, ben, j'étais dans un contact déjà avec Binswanger et nous en avons parlé déjà dans ces années-là. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la dernière étape est d'une sorte de revalorisation de la pensée de Freud, où il fait même une sorte de parallèle Freud-Heidegger en disant, au fond, la nature de Freud, ben, c'est pas le naturalisme objectiviste, c'est un peu celle de Goethe, et c'est dans la position par rapport à l'homme qu'a l'être par rapport au Dasein chez Heidegger. C'est ce qui ne revient pas à ce moment-là chez Binswanger, mais c'est la question antérieure de la confrontation par Freud de la psychiatrie à son destin et à son problème de se constituer ou non en science autonome. Alors ça, c'est au fond mon propre trajet. J'ai essayé de faire de cela ce que j'ai pu, et je crois qu'il y a pas mal de problèmes aujourd'hui qui demeurent de ce côté. On peut donc accentuer la concordance ou la discordance. Pour prolonger la question, comment réaliser une approche structurale reposant sur un système d'interprétation de la problématique humaine, incluant un type de mise en vue des situations que l'on pourrait qualifier, avec un Henri Maldinet, de phénoménologique? Oui, c'est un des aspects du problème, et vous venez de citer Henri Maldinet, alors on peut peut-être rappeler, n'est-ce pas, photos à l'appui, que c'est moi-même qui ai suscité la première rencontre, dont voilà un document, n'est-ce pas, entre Maldinet et Binswanger. Ils sont ici pris par moi aussi dans le parc, maintenant occupé donc par des buildings modernes et des parkings de l'ancestrale clinique Bellevue de la famille Binswanger. Et Maldinet s'est de plus en plus, n'est-ce pas, intéressé, disons, du plus près à cette œuvre de Binswanger, à tel point que c'est même un des principaux continuateurs, on peut dire, de l'œuvre de Binswanger. J'ai d'ailleurs consacré, il y a un peu d'années seulement, un article à ce problème particulier. Alors Maldinet insiste évidemment toujours à nouveau sur cet aspect existentiel, irréductible à aucune espèce de prise, n'est-ce pas, structurante, exhaustive. Mais ce qui est frappant, parce que là vous pensez déjà un peu à Zondi, n'est-ce pas, pensons à Zondi plutôt, disons qu'aux dégradations d'une systématisation, entre guillemets, de l'abord psychanalytique des choses avec des formules à l'emporte-pièce d'interprétation. Si on pense plutôt à Zondi, eh bien, on s'aperçoit que Maldinet parle d'analyse de l'existence et d'analyse du destin, n'est-ce pas, dans tous ses ouvrages. Et c'est donc qu'il y a quand même aussi pour lui une conjonction. Ce qu'on pourrait dire de Maldinet, c'est qu'il est peu freudien. Enfin, il a dit, Freud pose la question aussi de la scientificité dans les sciences humaines, mais quand un jour Fédida, que j'ai cité, déjà lui demandait, au fond, vous n'aimez pas tellement Freud. Maldinet a répondu, comme il sait le faire dans ces circonstances, simplement non. Au contraire de Binswanger et de Zondi, mais bon, il y a
une conjonction possible, certainement, à faire, n'est-ce pas, étant bien entendu que dans la pratique elle-même de la rencontre, mot-clé de Maldiné, ce qu'il s'agit toujours à nouveau d'opérer, c'est des ouvertures contre toute espèce de ces fermetures, même structurantes et non seulement objectivantes. Voici une autre photo d'une autre rencontre à l'origine de laquelle vous fûtes, celle aussi de Binswanger avec Henri Maldinet, mais aussi avec celui qui allait devenir le découvreur des tricycliques, Roland Kuhn. Eh bien oui, j'ai cité donc Kuhn tout à l'heure déjà. Alors dès le début, j'ai rencontré Kuhn sur l'incitation de Binswanger et j'ai aussi fait se rencontrer Maldinet et Kuhn, que voici ici autour de leur maître, en quelque sorte, à tous deux, Binswanger. Et le dialogue entre Maldinet et Kuhn est devenu capital pour tous les deux, n'est-ce pas, qui sont encore toujours en rapport très soutenu, alors que Binswanger, évidemment, est depuis longtemps décédé. Et vous le dites fort bien, la découverte des tricycliques, ça s'est passé, enfin, la découverte du premier antidépresseur, et au fond, d'une certaine façon, des neuroleptiques, mais ça, c'est une parenthèse. C'est passé à cet hôpital de Münsterlingen d'où nous parlions, et personne n'en a vu immédiatement l'importance. On aura besoin d'y revenir plus tard. Alors, j'ai, je pense, été souvent, comme ça, l'artisan de rencontres, et en tout cas, celles-là sont parmi les plus capitales que j'ai peut-être pu susciter pour l'histoire des disciplines qui nous intéressent. Comment prendre en compte le temps vécu, le temps vivant vécu dans le processus psychothérapeutique? La question même a-t-elle un sens s'il est vrai que l'inconscient ignore la dimension du temps? Mais même si on s'accroche à ce terme, n'est-ce pas, à cette phrase de Freud de l'inconscient comme intemporel, il faut, je crois, replacer cette phrase et ce qu'elle implique dans un contexte plus vaste où quand même ce dont il s'agit dans toute psychothérapie, c'est au-delà même du temps vécu ou à travers le temps vécu aux diverses acceptions qu'on peut donner à cette expression, c'est l'historisation quand même. C'est pour des patients graves un transfert d'histoire, on a déjà parlé du travail, comme disait Houry, et c'est de toute façon ce qui fait histoire, ce qui fait événement, autre mot-clé de Maldinet, n'est-ce pas? Alors je crois que là on revient justement à quelque chose qui dépasse dans une anthropologie et pathopsychologie plus large que celle de Freud concentrée dans une telle phrase, n'est-ce pas? Comme je suis moi-même pas non plus un fanatique de l'inconscient, surtout pas avec un grand I et comme quelque chose d'inaccessible. Je crois que l'inconscient, ça se produit et ça se liquide en quelque sorte en permanence. En ce sens, parleriez-vous plus volontiers des formations de l'inconscient? Les formations de l'inconscient sont en tout cas le seul, évidemment, terme concret qui vise la manière dont dynamiquement l'inconscient peut apparaître, disparaître, etc. N'est-ce pas? L'inconscient mis avec une majuscule, c'est un des vices et je préfère presque plus la notion plurielle de pulsion. À ce moment-là, l'autre est concentré. Mais pourrait-on aller jusqu'à l'idée d'une Gestaltung de l'inconscient? Peut-être, oui, si on veut, oui. Il faut en tout cas pas en faire une gestalt immobilisée quelque part dans une éternité abstraite. Concernant les rapports entre psychanalyse et Daseinsanalyse, est-ce qu'il ne vous paraît pas qu'une certaine critique ou distance prise par cette dernière à l'égard de la psychanalyse ne porte précisément pas sur la notion de pulsion, comme pulsion sexuelle, et donc au fond sur la dimension spécifiquement psychanalytique de ce que certains ont pu appeler l'étiologie. Et ce, pour autant qu'il faille maintenir une certaine pertinence, justement, à cette notion d'étiologie. La notion de pulsion vous paraît-elle constituer un résidu de naturalisme ou de chosisme, comme on a pu le dire dans la pensée de Freud, ou bien constitue-t-elle une notion entièrement nouvelle qui ne se laisse pas enfermer dans les oppositions classiques comme nature et esprit? Je pense vous avoir en ce sens entendu développer des considérations novatrices sur la notion d'endogène promue par Hubertus von Tellenbach. Oui, tout à fait. Je veux dire que, oui, voilà notre ami Tellenbach que nous avons déjà cité tout à l'heure, ici, entre Tatossian, l'un des phénoménologues français, et moi-même. Alors, je pense en effet, n'est-ce pas, et je m'en suis expliqué lors du colloque, encore avec Tatossian, là, lors du colloque que j'ai cité
à la mémoire, en somme, ou en l'honneur de Binswanger à Paris avec Fedida, mais dans mon texte sur le dialogue Freud-Binswanger et la constitution d'une psychiatrie scientifique, j'ai évoqué le problème du transfert pour souligner que il ne comportait pas seulement la dimension de répétition stérile, mais aussi d'ouverture réhistorisante et de pulsion, n'est-ce pas, pour souligner que justement, chez Freud, c'est un concept en tout cas anthropologique, c'est-à-dire qui spécifie l'humain, et en effet, simplement de manière formelle au départ, au-delà de l'opposition, de la distinction corps, esprit, âme, tout ce que vous voudrez dans ce sens. Et ce que j'ai souligné à propos de Tellenbach, n'est-ce pas, par rapport à la psychanalyse aussi, c'est que l'un des grands apports de Tellenbach dans son livre sur la mélancolie, dans son livre sur la mélancolie, l'un des grands apports, c'est la reconsidération de la notion de l'endogène, dont il dit à partir de la psychiatrie fondamentale, centrale, qui est la sienne, qu'il faut la mettre justement au-delà et en deçà, si on veut, du dilemme organogène-psychogène, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'au fond, c'était exactement cela qu'on pouvait dire de la notion de pulsion, qui est en ce sens endogène. Sur quoi, d'ailleurs, très gentiment, Hubertus Tellenbach, comme il signait, n'est-ce pas, m'a dédicacé cet exemplaire de son livre en m'attribuant le génie de la médiation avec reconnaissance. Pourquoi la notion de figure motrice a-t-elle été, pour ainsi dire, refoulée constamment dans l'histoire des idées, et notamment en philosophie et en psychanalyse? Là, nous sommes là dans un problème particulier qui intéresse évidemment, disons par exemple, les psychomotriciens ou les danseurs, même parmi mes élèves, n'est-ce pas? Et l'un d'eux a fait une thèse là-dessus. C'est une notion qui nous met déjà au-delà de Binswanger du côté de Maldiné, plutôt dans sa prolongation de Strauss, n'est-ce pas? Alors je crois qu'en effet, cette notion des figures motrices par lesquelles commencent à germer aussi des idées, pas dans les groupes, dans une analyse, dans une séance d'improvisation artistique, que cette notion est parent pauvre de toute une tradition classique dualiste selon les critères que Strauss a pu développer de la critique de ce qu'il y a de cartésianisme jusque chez Pavlov, n'est-ce pas? La sensation et la motricité devenant purement de l'ordre de la res extensa et la sensation de l'ordre de la res cogitans, n'est-ce pas? Il n'y a pas évidemment de jonction possible dans ce sens d'une figure motrice, ni de gestaltung, n'est-ce pas? Cette gestaltung étant même à la limite absente de la traditionnelle gestalt psychologie qui encore rend les figures non motrices, si l'on peut dire, les objectivants. Certains semblent souhaiter l'initiation d'un dialogue futur entre la Daseinsanalyse ou la phénoménologie et les neurosciences. Qu'en pensez-vous? Oui, il y a des auteurs qui pensent que ce dialogue peut être fécond. Je leur dirais, allez-y, développez-le, n'est-ce pas? Ce qui est certain, c'est que dans certaines directions, je dirais plutôt alors de la biologie fondamentale, n'est-ce pas, et de la biopsychologie fondamentale que des neurosciences, n'est-ce pas, chez des gens comme Maturana, Varela, des gens comme ça, qui sont plutôt alors et invoqués comme précurseurs des systémiciens dans notre domaine. Chez ces gens-là, il y a une retrouvée, mettons, de ce que Merleau-Ponty ou d'autres ont pu développer de la phénoménologie de la perception. Mais les neurosciences, telles qu'elles sont issues surtout de la sphère de l'informatique et de la communication d'information. Personnellement, je ne trouve pas que ça nous mène fort loin. Et je dirais que si nous avons le souci fondamental dans la phénoménologie quand même de l'humain, dans sa différence anthropologique spécifique, les neurosciences, à mon sens, mais peut-être je n'en connais pas assez, mais je me méfie des lendemains qui à nouveau devraient chanter. Les neurosciences font quand même largement l'impasse de l'humain spécifique entre la machine et l'animal, et dès lors aussi, surtout, échoue totalement à éclairer ce que nous appelons les perturbations spécifiquement humaines de l'homme, et qui ne sont pas les perturbations des facultés cognitives, par exemple, comme dans les troubles des capacités, comme dit la thèse de Lacan, mais des troubles de la personnalité, au sens où c'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Les troubles de la mémoire, les troubles de l'histoire marquent une différence entre les deux, et je crois que les neurosciences s'arrêtent, n'est-ce pas, sans s'y intéresser. En plus, il est à craindre que le dialogue soit toujours un peu à science unique, pour vous dire que je me soucie quand même de tout ça.
ça. J'ai assisté il y a quelques mois à une réunion de la Société psychanalytique de Paris. C'était la première fois que j'y allais depuis fort longtemps, sur psychanalyse et neurosciences. Et quelqu'un a dit, alors imaginons que les neuroscientifiques feraient un colloque sur la psychanalyse. Mais justement, l'imagination ne porte pas, ils ne le font pas. Les uns s'intéressent aux autres, les autres pas aux uns, sinon pour dire qu'ils vont les englober et les phagocyter en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est toujours le dialogue asymétrique dans la vision des choses, disons, phénoménologiques, par exemple. Il y a une place pour la psychologie expérimentale, pour le comportementalisme, pour les neurosciences, mais de ce côté-là, il n'y a pas de place pour l'autre. Alors, ceux qui veulent encore tenter le dialogue, bonne chance. Personnellement, je préfère, dans les années qui me restent, suivre d'autres pistes. Quel sort faites-vous au procès de la signification, au sens de la formation du sens? Quel sens faites-vous au procès de la signification du corps phénoménologique en psychothérapie, du corps inconscient aux significations préverbales corporelles, jusqu'à l'explicitation de ces significations implicites? Est-ce que ce trajet a un sens? Mais je pense que oui. Je pense aussi qu'il peut être, si tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas, il y a des chemins préférentiels pour les uns pour les autres, il peut être le plus important dans certains secteurs, dont je ne suis peut-être pas directement le praticien, disons, n'est-ce pas, et que ceux de mes élèves qui s'intéressent à ce type de questions-là sont dans d'autres types de pratiques, plutôt orientés vers le psychosomatique ou vers le groupal, n'est-ce pas, ou alors se dégage ce genre de problématique qui, bien sûr, a une portée universelle, n'est-ce pas, mais dont je suis, en somme, moins familier. Autre chose est que dans certaines des questions posées, eh bien, l'auteur de ces questions tentait une sorte de phénoménologie triadique quaternaire au sens que j'ai pu développer. Ça, justement, ce sont des travaux, je trouve, très suggestifs, eh bien, qui viennent de l'horizon aussi de médecins généralistes ou psychosomaticiens que j'ai eu pour élèves, alors surtout à la KUL, en l'occurrence, puisque c'est là que j'étais à la faculté de médecine, alors que j'en ai été exclu, au moins pour l'ensemble, presque totalement, à l'UCL. Pour conclure ce développement à propos de la Daseinsanalyse, je voulais vous montrer cette photo de Binswanger avec Chilassi qui nous permet d'introduire un nouveau personnage dans notre série, à savoir Dèse. Oui, alors Chilassi d'abord, n'est-ce pas, c'était un juif hongrois comme Sondi, et c'était l'un des hommes dont j'avais repéré aussi dans mes lectures l'existence par le fait d'un article sur Binswanger, n'est-ce pas, qui est resté pour moi capital jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des hommes qui m'ont dit qu'à Zurich, il faudrait aussi aller prendre connaissance très approfondie de ce que disait Sondi, dont c'était son compatriote. Ils étaient en plus tous les deux juifs, évidemment, n'est-ce pas, donc juifs hongrois émigrés en Suisse de manière définitive, mais Chilassi a enseigné à titre intérimaire à la chaire de philosophie de Husserl et de Heidegger à Fribourg, ce qui était quand même capital. Et alors, à partir de cet article, parce qu'il s'occupait beaucoup de philosophie des sciences humaines aussi bien que des sciences naturelles, parce qu'il était au départ, au fond, chimiste, Chilassi, mais passé comme gentleman étudiant à la philosophie, n'est-ce pas, il a entretenu des rapports constants avec Binswanger, et je me souviens des heures inoubliables que nous avons passées, Binswanger, Kuhn et moi, c'est Chilassi à Brissago, à sa résidence privée. Et alors, à Fribourg, il enseignait la philosophie. J'ai suivi, bien entendu, certains de ses cours. Et, rétrospectivement, on peut dire que c'était aussi un lien avec ce personnage de Dèse sur lequel vous me mettez, sans que ça ait été, à ce moment-là, la voie directe. Eh bien, voulez-vous nous parler de votre rencontre décisive avec Dèse et du choix de votre promotion de la phénoménologie triadique? Voici une photo de Dèse. Ben oui, ça c'est une histoire à la fois pour moi capitale et un peu triste, comme on va le voir, puisque je vais donc, après mon séjour à Zurich, dont nous n'avons pas encore épuisé toutes les coordonnées, c'est-à-dire en 1960, après avoir hésité sur la question d'aller encore faire un peu de psychiatrie d'hôpital chez Toscaïès, n'est-ce pas, ou de retourner en Belgique, parce que les enfants poussent et il faut qu'ils aillent à l'école, ou ce que finalement je fais, n'est-ce pas, de faire un dernier séjour prolongé à l'étranger, à Fribourg-en-Brisgau,
pour encore faire un peu essentiellement de la philosophie et des sciences humaines. Avant de s'installer, on sait bien qu'à ce moment-là, on est progressivement mangé par la pratique. Eh bien, je vais donc à Fribourg et je suis le cours des philosophes, tout en étant chargé par ailleurs, puisque j'avais déjà 2 doctorats, j'avais une bourse de la Fondation Humboldt, qui était une bourse de chargé de cours, avec mes titres et mon ancienneté dans la recherche. Enfin, je faisais donc un séminaire sur Lacan, dont nous avons parlé, le premier en Allemagne, à la clinique psychiatrique sous l'égide des professeurs Ruffin, Goeppert et Derwort, et avec pour auditeurs un tas de gens qui sont devenus par la suite aussi professeurs comme Blankenburg, Wolff, Heising, Schrenk, Biester et j'en passe, n'est-ce pas? Et bon, je fais donc tout ça, je suis mes cours de philosophie chez Fink, chez Müller, chez Welt, chez Eric Wolff, etc. Je rencontre Lohmann comme linguiste, je suis même des cours, comme je l'avais fait à Zurich, de littérature allemande, certains, etc. Et puis, je rencontre un autre Belge qui arrive un peu plus tard que moi dans l'année et qui était le père Albert Chapelle de la Société de Jésus, qui était en train d'y préparer cette ontologie phénoménologique de Heidegger, qui est un des très bons livres par lesquels on peut s'introduire à cette pensée. Et Albert Chapelle, que je ne connaissais pas, me dit, tiens, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez écouter? Et puis il me dit, est-ce que vous avez déjà entendu Days? Je n'avais évidemment jamais entendu le nom même de Days, n'est-ce pas? Il me dit, ben, ça c'est le philosophe le plus important de Fribourg, Heidegger mis à part. Eh bien, le voici, non pas à Fribourg, mais à Knokke-le-Zout. Oui. Alors voilà, Days, en effet, je n'ai que peu de photos de lui. Il est venu une fois en Belgique, pendant l'été, à Knokke-le-Zout, où nous allions passer en général 2 mois, ou au moins quelque chose comme cela, avec ma femme et les enfants, et ont défilé des tas de gens, à la fois des doctorants, des étudiants en peine de mémoire, de licence, et puis des tas d'amis. Eh bien, Days est venu une fois, et le voilà photographié, comme ici, avec moi, alors faisant du vélo sur les plages en direction du Zwin, qui d'ailleurs ces derniers temps ne me semble plus praticable. Alors c'est une des raisons pour lesquelles je ne retournerai sans doute jamais aux Zwin. Mais alors Days, je ne le connaissais donc pas, eh bien, et Albert Chapelle me dit, il faut y aller, moi j'y vais, pas de problème, il fait, en étant au fond le gardien, n'est-ce pas, de la bibliothèque de ce séminaire de philosophie qui était sans titulaire, eh bien il faisait des études de texte, surtout de Husserl, de Heidegger, mais on en a aussi eu certains autres, où de toute façon, il brassait un tas de choses. Et puis, j'ai été... Voulez-vous nous parler de votre rencontre décisoire avec Oui. ce Days, penseur qui, par ailleurs, n'a jamais rien publié, et de votre choix d'une promotion corrélative de la phénoménologie triadique? Eh bien, donc le problème que se posait Days, c'était, pour le formuler en termes historiques, n'est-ce pas, de revenir en arrière de Heidegger à Husserl pour sauter en quelque sorte au-delà des deux dans ce qu'il appelait une 3e dimension de la phénoménologie. Alors, je serais bien incapable, évidemment, de la restituer comme lui seul pouvait le faire. Hein. Et progressivement, enfin d'abord, ça aurait dû se faire d'abord dans une thèse sur les recherches logiques de Husserl. Après s'être donné plusieurs délais pour cette thèse, il ne l'a au fond jamais faite. Et de proche en proche, comme vous venez de le dire, il n'a pas écrit. Il est mort, hélas, il y a à peu près 2 ans. Je l'ai appris avec un certain délai par sa femme, hein, et j'ai aussitôt sauté sur mon téléphone pour demander comment ça s'était passé. Infarctus brutal, soudain, et puisqu'il avait dit qu'il se remettait à certains travaux, nous nous sommes vus pendant toutes ces années, mais parfois, souvent, parfois pendant de longues périodes, pas parce qu'il avait des périodes qu'il voulait de solitude, hein, et elle m'a dit, il n'a rien laissé, pas une phrase, pas un mot. Il a tout emporté dans la tombe. Alors on pourrait dire, oui, c'était un projet plus ou moins fait, pas du tout. Tous les gens qui l'ont entendu, comme Chapelle, ou comme alors en une soirée mal dînée avec qui je suis allé un jour à Fribourg, ou Alphonse de Wallens, n'est-ce pas, dont voilà la rencontre à Louvain avec Days et moi-même. Days voulait voir les archives Husserl, nous sommes allés depuis Knokke. Eh bien, aussi bien l'un que l'autre, on dit, ça, hein, c'est en effet
In actu exercito, cette troisième dimension de la phénoménologie. Alors, je dis ça, c'est impossible à exposer, mais ce que je peux indiquer, c'est, avant de voir comment ça se traduit dans la suite, c'est que progressivement, je me suis vu en train, si vous voulez, d'être mis en devoir de développer quelque chose comme une troisième dimension de la psychanalyse et de la psychiatrie à travers elle, dont la première dimension serait celle de Freud, qui est d'ailleurs le contemporain de Husserl, même génération, et la deuxième, celle à la fois de Lacan et de Zondi et de certains autres, Binswanger peut-être aussi, la génération après, avec des diversités. Le problème est un peu plus compliqué peut-être que... Mais pour Days, ça ne l'était pas. Il dégageait très vite le rapport structural entre ses pensées et la différence entre l'une et l'autre. Alors ça, c'est un aspect, n'est-ce pas, qui, au fond, s'ouvre sur notre avenir à tous. Mais alors, ce qui se développait en plus, c'était une espèce de phénoménologie concrète qui fonctionnait par triade, qu'il appelait dialectique. Ce n'était pas une dialectique hegélienne, n'est-ce pas, avec synthèse, mais une dialectique de réouverture dans le troisième terme, qui alors, moi, évidemment, m'a fait songer, n'est-ce pas, à la problématique de la nosographie psychiatrique, que j'étais à ce moment-là déjà en train d'essayer de repenser à travers Sondy, dont nous allons encore parler. Et ça a introduit une nouvelle lecture, en quelque sorte, de Sondy, n'est-ce pas, qui d'ailleurs ne s'est produite vraiment, n'est arrivée à pleine échéance que beaucoup plus tard, mais... nous avons ensemble, en quelque sorte, parce que Days était un des rares phénoménologues allemands aussi là sur la place, à s'intéresser à la psychiatrie et à la psychanalyse, n'est-ce pas? Et il avait lu aussi ces choses, et il a lu ce que je lui ai fait lire, n'est-ce pas? De Freud à Sondy, Lacan, etc., n'est-ce pas? Eh bien, nous avons au fond élaboré ensemble cette espèce de nosographie basée sur d'autres principes, ça c'était pas son affaire directement nosologique et nosotaxique, n'est-ce pas? Comme je dis actuellement, cette nosographie qui fonctionne par tétratriade dans une liaison avec les dimensions de l'existence en général et toutes sortes de phénomènes humains en particulier, comme la célèbre triade du marcher, jeter, sauter, ou l'autre du dire, discourir, parler. Ça, c'était ce que Days sortait comme ça, en y incluant toute l'histoire de la philosophie. Enfin, c'était une chose absolument prodigieuse qui a frappé tout le monde, qui a pu suivre de près cet enseignement oral, dont, hélas, donc, il ne restera, je le crains, que les citations que j'en fais. Parce que moi, je suis très scrupuleux dans ce genre de choses. J'ai cité Days depuis le début de mon enseignement jusqu'à aujourd'hui, et je le ferai encore dans tous les cours. Ce que j'ai de lui, mais que je dois absolument réapprendre, n'est-ce pas, reprendre de manière systématique, ce sont des petits cahiers comme ça qui sont des retombées de nos conversations qui ont été très fréquentes, surtout dans les années 60, mais qui ont périodiquement repris. Enfin, la base a été la plus importante, c'était les années fribourgeoises et celles qui ont suivi. Bien, nous entreprenons le troisième jalon de notre itinéraire avec Zondi. Vous avez sorti Zondi, le fondateur de la Schicksalsanalyse ou analyse du destin de l'ombre. Sans vous, il appartiendrait sûrement aux oubliés de la science. Pourquoi cette fidélité indéfectible à Zondi? Mais fondamentalement parce que je trouve que c'est l'une des figures les plus importantes de la psychiatrie, de la psychanalyse de ce siècle, et notamment si on envisage les choses du point de vue qui a été toujours le mien, tout en se développant progressivement, bien entendu, d'une psychiatrie renée de l'esprit de la psychanalyse. Au fond, c'est ça qu'il a fait, tout en ayant commencé par toute autre chose. Alors, une fois que je découvre ça, moi, je suis évidemment d'une fidélité indéfectible, même si personne ne veut l'entendre. Ça m'est complètement égal. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question, justement, de fondement et d'inspiration. Alors, j'ai conjoint ça avec d'autres sources d'inspiration, comme on a dit, mais c'est peut-être devenu axial parce que, je dirais même stratégiquement, parce que c'était le plus méconnu, que je voulais mettre un accent plus fort là-dessus que sur les autres, et parce que, ça rejoignait peut-être ma préoccupation qui doit tenir à une affinité élective pour le systématique, n'est-ce pas? Bien entendu dans un certain sens. Alors, Zondi, la première chose qu'il faut dire, justement, c'est qu'au moment où je fais mes études à Louvain, en psychologie, j'entends son nom comme le créateur d'un test sur lequel on nous enseigne quelques rudiments, quelques heures.
J'ai déjà une certaine puce à l'oreille au moment où je m'approche de Zurich, parce que Szilássy, comme je le dis, et aussi bizarrement quelqu'un comme Hans Kunz, qui était un psychologue, anthropologue, philosophe, très attaché à Binswanger et à toute cette tradition, n'est-ce pas, m'avait dit, vous savez, un des meilleurs analystes de Zurich, c'est Sondy. Alors, c'était quelque chose de tout à fait neuf d'entendre que Sondy était un analyste. Alors, je me suis dit, de toute façon, bon, je vais aller voir, je vais apprendre à connaître ce qu'il fait, et je me suis aperçu très vite, évidemment, que c'était un analyste et un psychiatre, et d'une importance considérable. Alors, cette importance, à mes yeux, n'a fait que croître. D'ailleurs, nous sommes dans les années 50, où, il faut bien le dire, l'œuvre de Sondy commence à se manifester à travers la succession de ses grands livres. C'est pas, l'œuvre de Sondy se manifeste dans toute son extension, au-delà de la simple perspective du test, qui d'ailleurs avait été précédée par l'idée générale de l'analyse du destin. N'est-ce pas? Alors, j'ai progressivement, je me suis rapproché de Sondy, puis alors il y a eu même une sorte de version mais pratique qui découlait du reste, c'est que, ayant relativement peu de patients, disons, qui pouvaient passer en psychothérapie individuelle en cabinet privé chez moi à la polyclinique, où je travaillais encore, où j'ai pas cessé de travailler chez Boss et Bali, eh bien, à un moment donné, j'ai envisagé même de quitter les lieux parce que je n'avais pas l'occasion, justement, de cette pratique psychanalytique, psychothérapeutique, qui était, à ce moment-là, mon objectif central. Et je m'en suis ouvert à Sondy, qui m'a dit, bon, eh bien, écoutez, on va s'occuper de ça. Et je dirais, dans les 8 ou 15 jours, j'avais assez de patients. Ce qui montre le nombre énorme de patients qui le consultaient. Et ce qui, alors, je dirais, a favorisé la poursuite de nos entretiens, de notre travail commun, mais aussi tout le reste de mon séjour à Zurich avec ses autres aspects. Puis-je demander à la caméra de nous faire défiler successivement les 4 photos qui forment un quadripartite, somme toute, assez humoristique. Oui, alors voici la première photo. Le dialogue Scott-Sondy, pris au moment du doctorat honoris causa à Paris, de longues années après ce que nous sommes en train d'évoquer. Un photographe nous prend pendant une conversation, je parle, il écoute. Voici la deuxième. Et puis, il parle, j'écoute. Puis ça continue. Alors, ça commence à s'animer, on ne sait plus très bien qui parle, qui écoute, mais les yeux s'éclairent des deux côtés. Ça se passe exactement le 3 mai 79. Et voilà le sommet. Et le sommet, le paroxysme, justement, l'éclat, le voilà. Alors, c'est en effet le prototype un peu de notre dialogue qui était constamment émaillé, probablement de bons mots, de bonnes blagues juives, n'est-ce pas, dont il était particulièrement friand, ou de quoi que ce soit d'autre. Mais le dialogue a été très serré par ailleurs, parce que j'ai en quelque sorte attaqué l'affaire par un biais qu'il n'avait pas envisagé. Je me demandais quel était, puisqu'au centre de sa conception, il y a un certain système à la fois d'idées pulsions, des pulsions partielles en quelque sorte, mais étendues par rapport à celles de Freud, au-delà du registre sexuel, n'est-ce pas, ce qui est une vieille problématique des psychanalystes hongrois, notamment de Hermann, peut-être aussi de Ferenczi, hein, et d'autre part une systématique de la psychiatrie, n'est-ce pas, qui est incluse dans le fondement du test. Alors je lui disais, mais où sont les fondements de tout cela, n'est-ce pas? Voici une autre photo où vous vous trouvez rassemblés et où Sondy semble vous considérer avec quelques reculs. Ben, recul, je ne sais pas, ça c'est une photo prise chez moi, à la maison, lors de l'enregistrement de l'interview qui est passée sur la BRT, il y a déjà de nombreuses années. Ça se passe le 23 octobre 74, production Bundesputemans Cornelis, et j'ai interrogé Sondy donc à ce moment-là. Et ce qu'on aperçoit, ce qui est intéressant, peut-être en arrière-plan, c'est Moïse, c'est un Moïse bourguignon de chez nous, qu'on avait choisi de mettre et de montrer à un moment donné pendant cette interview.
Sondy trouvait d'ailleurs que ce Moïse était trop chrétien, trop doux, qui n'avait plus assez de la violence protestataire et mortifère qu'a le personnage, qui est peut-être plus repérable, mais on le voit à peine sur le Luther, qui est au-dessus. Enfin, ça, c'est un autre personnage du même prototype, sans doute, de législateur épileptoïde dont Sondy était friand et dont nous participions probablement l'un et l'autre, plus ou moins aussi. Bien. Nonobstant les fondements génétiques que Sondy a voulu proposer à son système, avec leur débouché sur la notion de génotropisme, et le contexte sociopolitique malheureux dans lequel cette promotion se réalisa, contexte qui explique sans doute pour une part la méconnaissance relative de toute son œuvre, la Schicksalsanalyse. Nonobstant tout cela, il nous faut aujourd'hui nous expliquer avec la question de l'inconscient familial. Si jadis on l'avait interprété comme un discours familial, on préférerait aujourd'hui le comprendre comme ce langage inconscient dans lequel toute personne, parce que membre d'une famille, est plongée. Dans ce sens, la référence à l'hérédité est incontournable parce qu'elle fait partie de l'héritage par rapport auquel toute personne doit se situer, qu'il le réclame ou qu'il y renonce. Les arbres généalogiques tels que Sondy les conçoit, à partir de ce que les passants veulent bien raconter, sont exemplaires à ce titre. La question ici, ou les questions, se conjoignent dès lors autour de ce problème d'héritage par ou l'inconscient familial. L'entendez-vous comme une structure en tant qu'elle serait la condition de possibilité de l'avènement des différents sens permettant à toute personne de se reconnaître comme membre d'une famille qui, bien sûr, se conçoit sur plusieurs générations? Écoutez, c'est un peu un exemplaire d'un certain type de questions qu'on m'a posé de manière tellement développée que manifestement celui qui la pose en sait plus que moi et a déjà ses réponses incluses dans la question. En fait, donc, cela rappelle historiquement que Sondy s'est proposé au moment où il se prononçait comme analyste ou psychologue des profondeurs, si l'on veut, n'est-ce pas, la terminologie en Allemagne étant assez similaire, alors qu'en France, elle n'est pas du tout usitée, évidemment, eh bien, il s'est promu, disons, comme occupant un étage intermédiaire entre l'inconscient freudien individuel et l'inconscient collectif de Jung, n'est-ce pas? Mais je crois que ceci est une façon de s'ordonner qui laisse échapper l'essentiel, et notamment ce problème de la systématisation de la pathologie sur ses bases freudiennes, après que Jung au fond, ait quitté largement le registre de la pratique clinique ou de la psychiatrie clinique par où il avait débuté. Alors, ce que l'on me demande là, ça renouvelle le problème de cet aspect familial, au-delà de ce que Sondy donnait comme fondement. Quand je lui posais la question, mais quel est le fondement de ce système, il disait, bon, ça marche comme ça au niveau du test, et d'autre part, ça renvoie à ce qu'il nous faut quand même poser comme des facteurs, en quelque sorte, héréditaires de prédisposition, non seulement à des maladies, mais aussi à des choix professionnels, voire à des dons pour l'exercice de certains métiers, etc. Alors, c'est un des malheurs de l'affaire que ça a été dit dans les années d'après-guerre où personne ne voulait plus entendre parler de l'hérédité psychiatrique, n'est-ce pas? Et c'est une des raisons pour lesquelles cette œuvre a si mal passé. Alors en même temps, elle est un test, ça ne plaît pas aux analystes purs et durs, n'est-ce pas? Ça ne plaît peut-être pas non plus aux psychiatres. Elle est trop psychanalytique pour les psychiatres, psychiatriques, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et alors, bon, ici revient un autre biais de l'intérêt de la chose. Bon, cet inconscient familial, je veux dire, moi, je n'utilise pas cette terminologie. Il est évident que on serait dans le registre des entités que l'on a déjà un peu critiqué tout à l'heure, n'est-ce pas, des antifications de l'inconscient. Sondy ne se gênait pas pour ça, mais c'est pas ce que nous avons repris. Je suis d'accord pour dire qu'il reste évidemment quelque chose là d'essentiel, et d'ailleurs, n'est-ce pas, par exemple, cette façon de faire des arbres généalogiques, où figurent non seulement les maladies, mais aussi les professions, ça donne une certaine atmosphère familiale, généalogique sur plusieurs générations, qui est très parlante pour le clinicien qui a appris à être sensible à ça. Et c'était précisément l'aspect que, par exemple, Binswanger, dans une conversation, m'a souligné, disons, avec plus de connaissance de cause que dans les bons mots de Lacan, n'est-ce pas, que c'était en tout cas là une extension
extraordinaire de notre champ d'expérience, ce qui chez lui était une expression très forte, puisque il s'agit toujours de cette expérience et de l'expérience à faire, des œuvres, des choses, des gens, des personnes, etc. N'est-ce pas? Alors, bon, en effet, je crois qu'il y a là, disons, des formulations concrètes d'emplissement pour tel ou tel sujet particulier, individuel. Ça donne quelque chose comme sa manière spécifique de s'inscrire dans l'octave pulsionnelle commune à tous les humains selon un certain déterminisme d'atmosphère familiale que l'on retrouve dans le test, puisque le test est né de l'idée qu'il fallait une procédure plus rapide pour arriver à situer quelqu'un dans ce qui est présomptivement son contexte. Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'on renouvelle les choses de ce côté, mais ça n'a pas été ce que j'ai fait, et tant mieux si d'autres le font. Très bien. Nonobstant le rejet de l'œuvre de Zundy, de par ce qu'elle pouvait comporter comme relent de génétique renvoyant aux thèses racistes du Troisième Reich, il eut accès à une forme de consécration en l'espèce du doctorat honoris causa octroyé à l'Alma Mater. Avez-vous des souvenirs particuliers à cet égard? Eh bien oui, j'en ai un qui me revient. Alors on voit là Zundy donc recevant ces insignes de la part de Massot. J'ai déjà dit qu'après Paris 7 avait suivi l'Alma Mater louvaniste, comme elle allait le faire pour Kuhn, d'ailleurs un peu à l'intervention de Van Rheid dans les deux cas. Et ce dont je me souviens, c'est quelque chose d'humoristique, mais en même temps avec une pointe tragique, c'est qu'au moment où il a reçu aussi son diplôme de docteur honoris causa, il l'a brandi en disant « maintenant je l'ai à nouveau ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, ça voulait dire que depuis qu'il avait abouti en Suisse par le détour des camps de concentration lors de la diaspora des Juifs d'Europe centrale, eh bien, cela voulait dire qu'il ne pouvait plus pratiquer la médecine et qu'il pouvait seulement pratiquer la psychothérapie dans le style psychanalytique qui est le sien. Situation particulièrement tragique, si l'on veut, puisque, au fond, son domaine d'élection, c'était quand même les pathologies lourdes et la pratique, éventuellement, de psychothérapie analytique à l'intérieur de l'hôpital. Ce qu'il n'a fait, finalement, en Suisse que pendant 1 an, dans la clinique célèbre de Prangin de la famille des Forel, puisque abouti, n'est-ce pas, en Suisse par l'échange, il a fait partie des Juifs qui ont été échangés à la frontière suisse par les nazis contre des lingots d'or, des juifs éminents. Mais il a abouti dans un camp de réfugiés et Forel, qui l'avait rencontré avant la guerre, a demandé aux autorités de lui envoyer parce qu'il n'avait pas assez de médecins. Et c'est seulement à ce moment-là, pendant 14 mois, qu'il a pu développer ses idées sur cette psychothérapie des grades de la psychiatrie lourde, disons. Voici une autre photo de lui. Que pensez-vous de la position de ses mains? Oui, eh bien, ça, c'est tout à fait typique aussi. Ça, c'est une photo qui est antérieure à celle-là. C'est une des photos qui ont été faites lors de sa première visite à Louvain, où on le voit sur l'arrière-fond d'un protocole de test, n'est-ce pas, dont il fait une interprétation, comme on dit, aveugle. Il n'aimait pas pratiquer ce genre de sport, mais il s'y prêta ce jour-là. Et alors, ce geste des mains signifie certainement qu'il est en train de parler, par exemple, de la conjonction des opposés ou de la reconjonction d'un avant-plan et d'un arrière-plan séparés dans la testologie. C'est un geste typique de cette, disons, de ce personnage toujours soucieux d'unir les opposés, n'est-ce pas, par exemple aussi Freud et Jung, etc., ou la psychiatrie et la psychanalyse, la psychiatrie sous son aspect biologique et l'ensemble des phénomènes culturels, etc. C'est certainement cela qu'il a dit, et je me rappelle une autre chose humoristique. Il y avait parmi les assistants notre défunt professeur de logique, le professeur Dopp, qui, en sortant, a exprimé son admiration inconditionnelle en disant que quelqu'un parvienne, comme il l'avait fait, à retracer le destin de quelqu'un simplement en regardant ses plus et ses moins et ses zéros, c'est absolument inimaginable. Sur quoi Alphonse de Walens a dit évidemment, quand vous, Joseph Dopp, vous voyez des plus et des moins, il n'en sort jamais beaucoup plus qu'il pleut ou il ne pleut pas, ou va-t-il pleuvoir? Dès le début de son œuvre, Zundy a proposé une certaine idée de la biologie, au travers notamment des thèmes de la constitution, de l'hérédité et, nous l'avons dit, finalement du génotropisme. Un des points de désaccord avec Zundy porta justement sur cette conception génétique. Vous avez été amené à proposer une autre approche,
authentiquement créatrice d'une biologie humaine en psychiatrie. Voulez-vous réexpliciter votre conception en la matière? Oui, mais pour la génétique, moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait l'exclure. J'ai toujours seulement dit qu'elle n'était pas le fondement possible de la doctrine. Elle a joué un rôle heuristique pour lui. Il a cherché les grands groupes, les grands cercles, les kreis de formes morbides dont on peut voir attester une forme d'hérédité, mais avec chez lui donc aussi les prédispositions à des performances, disons, des prestations sociales et culturelles, et pas seulement à des pathologies. Mais ça a été heuristique, c'est certain. C'est à partir de cela, mais aussi de tout un travail d'essais et d'erreurs que finalement il a vu dans une intuition onirique, d'ailleurs en rêve, la formule du schéma à quoi il s'est arrêté. Donc c'est heuristique, ce n'est pas fondateur, mais par ailleurs, j'ai toujours été, même parmi les psychanalystes, n'est-ce pas, tenant comme Freud, n'est-ce pas, d'une part biologique, n'est-ce pas, aussi bien que sociologique et proprement psychologique de la psychanalyse et de la psychiatrie. Et de ce côté, donc, il faut revenir aussi à ces aspects-là qui sont extrêmement présents chez Sondy, n'est-ce pas, et dont cette heuristique de l'hérédité n'est qu'un aspect. Alors pour moi, ce qui est devenu là l'essentiel, ce n'est pas donc la différence du biologique et du psychologique ou du social et du psychosocial, mais c'est la différence anthropologique. C'est le saut qui se passe entre l'animal et l'homme, l'homme bien sûr ayant aussi sa biologie. Il y a une biologie de l'homme, il y a une anthropobiologie avec des caractéristiques spécifiquement humaines, qui est d'ailleurs un des aspects toujours soulignés par Freud, n'est-ce pas? La station debout, la main, les organes qui vont devenir de la phonation, une certaine prédisposition à l'activité sexuelle en permanence à partir de cette station debout, le double départ de la vie sexuelle, n'est-ce pas, avec la période de latence. Enfin, il y a toutes ces caractéristiques, la proximité beaucoup plus grande des hommes et des femmes que dans n'importe quelle espèce animale entre les hommes, les mâles et les femelles, n'est-ce pas? Il y a tout cela qui fait partie de cette biologie. Un autre aspect encore est, disons, ce qui vient de l'horizon de gens comme Weizsäcker, comme Strauss, Weizsäcker, Strauss, Goldstein, c'est pas Goldstein dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a cela aussi qui est très important pour alors une dynamisation qui a inspiré peut-être aussi mes travaux dans certains aspects sur et à travers Sondy, n'est-ce pas, notamment dans l'étude de mouvements d'existence qui traversent les formes d'existence, comme il dit, et dans la promotion des circuits qui dynamisent en quelque sorte ce qui se passe à l'intérieur des vecteurs par lui. Mais en quoi précisément distinguer cette perspective que vous venez d'esquisser d'avec les conceptions organodynamiques d'un Henriet? Je crois que chez Henriet, là, il y a une espèce de darwinisme, jacksonisme, n'est-ce pas? Et donc, il y a une proximité dans la mesure où je serais assez d'accord personnellement avec cette formule de Salloway, n'est-ce pas, dans son grand livre sur Freud, biologiste de l'esprit, que Freud est le plus grand héritier de Darwin. Il y a donc là des sources communes. Mais ce que j'ai dit à Salloway, n'est-ce pas, ce qu'il n'y a pas chez Darwin, et ce qui, au contraire, de manière explicite à peu d'endroits, mais au fond englobante pour tout l'œuvre, c'est justement la différence anthropologique, c'est la spécificité humaine, à partir de quoi commencent les pathologies spécifiques de l'homme. Salloway en était d'ailleurs d'accord, alors que chez Henriet, il n'y a pas non plus cet aspect-là. Ce saut de la différence anthropologique n'est pas donné, et cela replonge alors l'ensemble dans une sorte d'indistinction psychobiologique évolutionniste. Et puis il y a aussi l'esprit synthétique dont nous avons beaucoup appris parce que c'était très riche d'informations d'Henriet, n'est-ce pas, en dehors de sa façon tauromachique d'investiguer les malades, très différente de celle du subtilement diabolique Lacan, évidemment, n'est-ce pas. Nous avons beaucoup appris de cet esprit, mais ce qui fait la différence entre Freud, Sondy, Lacan, Binswanger, enfin ceux que j'ai pris moi-même comme maîtres plus essentiels selon l'axe que j'ai choisi, c'est, je dirais, que Henriet a quelque chose de plus éclectique. À l'intérieur de cet évolutionnisme, enfin, il fait une sorte de synthèse éclectique où les choses
qu'on pourrait dire, enfin c'est mon option essentielle, notamment tout ce qui vient des auteurs que j'ai dit, est un peu noyé dans le reste.